Bienvenue sur Equinox, le Zénith avec pour commencer les accords de partenariat économique qui reviennent au devant de l'actualité à la faveur de la clôture ici même à Douala du séminaire dit douane et entreprises. On a vu des chefs d'entreprise, notamment dans le domaine des petites et moyennes, s'offusquer de ce que, malgré le démantèlement annoncé des barrières douanières, il y aura une invasion des produits manufacturés venus de l'Union européenne qui voudront donc absorber l'économie du Cameroun. Alors, les avis sont partagés sur cette question-là, mais le moins que l'on puisse dire à l'instant, c'est qu'on a, semble-t-il, mis la charrue avant les bœufs. Le gouvernement, à travers l'option prise par le chef de l'État, a-t-il choisi d'asphyxier l'économie nationale au profit donc de celles qui viendraient de l'Europe essentiellement? On annonce l'arrivée dans quelques jours de quelques-unes des grandes marques et des grandes surfaces de l'Europe dans les marchés camerounais. Alors, comment est-ce que ça va se passer? De toutes les manières, le débat à cet effet va se poursuivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc au Zénith encore et bienvenue à l'ensemble du panel et à vous, Monsieur Charles-Amel Batchou, bonjour. Bonjour Sam Sévérango et bonjour à tous les téléspectateurs, sans toutefois oublier Fritz Tonin, le délégué de la communauté urbaine de Douala, qui jusqu'à ce jour encore ne cesse de poser des frasques avec plein de points d'interrogation. À quoi cela a-t-il servi de goudronner le marché New Daido s'il faudrait que les commerçants s'y retrouvent et que les véhicules ont des difficultés à circuler entre marché, goudron, chaussée, finalement on se perd. Où est-ce que les clients vont, où est-ce que les commerçants vont vendre et où est-ce que les usagers vont circuler? Tout à l'heure, ce sera en deuxième partie la revue des réseaux sociaux pour revenir sur quelques images saisissantes qui font le buzz sur le net. Ce sera avec vous, Meggy. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Sam. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous entamez bien cette journée. Ben, écoutez, vos réactions sont attendues nombreuses sur notre numéro de téléphone et notamment sur la page Facebook 10-12, le Zénith. Et nous accueillons à votre suite le Mbombok. Bonjour. Bonjour Sam. Moi, je m'inscris à votre suite Sam. Je constate malheureusement qu'on demande à la douane aujourd'hui de ne plus protéger l'espace économique du Cameroun, de ne plus apporter l'argent au budget de l'État. Bonjour, monsieur le chef de l'État, et à votre gouvernement. De toutes les façons, l'une des premières missions de la douane dans un pays, c'est d'abord et davantage, comme vous le rappelez, de protéger les frontières, de protéger l'économie locale. Aujourd'hui, on peut craindre à travers un abaissement de ces recettes-là que la douane, qui ne faisait pas déjà cette première mission, sombre totalement. De toutes les façons, l'administration douanière camerounaise, aujourd'hui détenue par M. Edwin Fongod Nouvaga, voilà, aura bien du pain sur la planche dans les tout prochains jours. Voici le début effectif de ce programme. Le Zénith, voici l'histoire des tendances. Bonjour Tendance. Bonjour Sam Sévérango, bonjour encore Omar Bibi, bonjour aux femmes perroquets. Voilà. Je vais dire bonjour aux femmes qui bavardent trop. Ma chérie, j'étais avec ton mari hier, il m'a dit que ton mariage va finir. C'est un homme qui est venu me voir, Yenegi. Oui. Il dit qu'il savait qu'il savait pas qu'il avait 2 radios chez lui. Que dans sa tête, il savait qu'il a seulement la radio Equinox. Equinox TV, qui regarde et qui l'écoutait. Mais sa femme suivait une deuxième radio, m'a mis toc-toc. Que quand il se confie à la femme, elle dit aux gens. Moi, je ne peux pas dire aux gens que la dernière fois, il a acheté le terrain à Yassa. Il a dit à madame, donc il dit tout à madame, et madame le trahit. Pour le terrain, il avait acheté, il t'a dit. Mais l'autre jour, tu as discuté avec ta bailleresse. Tu lui as dit, il va prendre mon terrain que j'ai à ça. Comme tu veux faire le chantage concernant ta maison. Mais ce qui énerve ton mari encore aujourd'hui, c'est que votre premier fils a composé le bar l'autre jour. Et ton mari a dit que, tu attends, son mari a dit que, oui, dès que l'enfant a le bac, il va aller continuer les études en Allemagne. Mais là, il a dit à tout le monde. Oui. Que son enfant va aller en Allemagne, son mari est en train de faire les papiers de l'enfant. Et son mari, dans sa tête, il est choqué parce que sa femme dit, tout à tout le monde, à tout moment, elle ne choisit même pas les lieux. Au salon de coiffure, c'est le nom de son mari et elle. Donc elle parlait de sa vie au salon de coiffure. Même dans leur réunion, c'est tout le nom de son mari et elle. Donc, il a dit que tu vas dire pourquoi tu as dit aux gens qu'il est en train de vouloir faire les papiers de l'enfant pour que l'enfant parte continuer les études en Beng. Donc ton mariage va dandiner. Chers téléspectateurs, pardon, conseillez-moi cette femme. Est-ce qu'une femme doit trop bavarder comme ça? Point d'interrogation. Est-ce que même si madame bavarde, monsieur a le droit de dire qu'il va mettre ces choses dehors parce qu'elle bavarde trop? Point d'interrogation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce monsieur? De toutes les façons, on sait généralement que chez nous,
les femmes parlent beaucoup. Voilà, et on va se rappeler même de cette formule du chanteur Samy Diko dans l'une de ses chansons au tout début où il dit « On dit toujours que la femme bavarde beaucoup ». Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, Madame Megui? Mais écoute, ça m'on dit généralement qu'une femme qui sait se taire, c'est une bénédiction pour son mari et même pour son foyer. Donc une femme qui bavarde beaucoup, c'est une réelle calamité quand même. Pour un homme qui ne peut plus se confier à son épouse parce qu'il a peur que des secrets de famille pourront se retrouver dehors. Dans voilà, les salons de coiffure, justement, dans les salons de coiffure, c'est réellement très embarrassant. Et comment parvenir justement à résorber, hein, à résoudre ce problème? Je ne pense même pas qu'on puisse y arriver parce que quand quelqu'un est ainsi, il n'y a pas véritablement une façon de le corriger jusqu'à peut-être qu'elle paye elle-même les conséquences de ses actes. Alors on a cette femme-là qui arrive à divulguer des secrets comme étant, on est en Afrique, on est superstitieux généralement. Voilà, vous avez un enfant qui a eu le bac et qui s'en va poursuivre ses... Voilà, qui n'a même pas encore eu, voilà, qui s'en va poursuivre, qui devrait s'en aller poursuivre ses études de l'autre côté. Généralement, ici, c'est des choses qu'on cache jusqu'à ce que ce soit fait. Mais elle a déjà commencé à divulguer. Pour les superstitions en Afrique, on sait que c'est pas bien parce qu'après, il y aurait des gens qui tireraient des ficelles pour empêcher que cela se fasse. C'est réellement un problème sérieux dans les couples. C'est des problèmes qui peuvent même pousser à la rupture parce que des hommes... Oui, c'est des problèmes qui peuvent pousser à la rupture. Imaginez que vous ayez une femme qui, au moindre problème, sera encline à dévoiler des secrets, soit de maladie. Oui, de maladie. C'est malheureusement la plupart des cas. C'est vrai qu'on parlait de maladie, on parlait de secret médical l'autre jour. Donc, alors, d'où intervient sur le plan de la tradition Bombok l'éducation qu'on doit donner aux jeunes filles avant le mariage. À l'époque, on parlait d'une école des femmes qui s'appelait la SIXA. Bon, j'en ai entendu parler, je ne sais pas comment ça se passait. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer une fille en mariage, il y avait toute une éducation à faire. Et il me semble que parmi les recommandations, il fallait qu'on leur fasse bien comprendre que la femme, ça ne doit pas beaucoup parler. Absolument, il faut garder le secret. Absolument, mais la SIC, ça c'est les religieux qui ont amené cette option-là ici, mais ça a eu des conséquences au point où on l'a abandonné très tôt. Mais effectivement, lorsque la fille grandissait, elle était comme le garçon d'ailleurs, hein, parce que nous, à notre époque, on n'allait pas circoncire le garçon à 3 jours, on attendait qu'il atteigne 5-6 ans. Au moment où il est circoncis, il ne peut plus se laver avec ses sœurs. Et à ce moment, dès que sa sœur, qui a également 6 ou 8 ans, se rend compte qu'on a interdit à son frère de se laver avec elle, elle commence à dire que non, sûrement nous sommes différents. Donc c'est à ce moment que sa maman l'apprenait et lui apprenait un certain nombre de choses, d'éducation à lui apprendre, surtout effectivement à ne pas beaucoup parler. Il y a 2 choses, Megui en a parlé une, on dit la femme ministre de l'Intérieur, ça vient de là. Ça veut dire que vous conservez, vous mettez, mais vous avez votre maison. Vous n'allez pas étaler votre maison parce que c'est l'exemple de la valise qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas à la cour que vous allez ouvrir votre valise. C'est comme ça qu'on a... Et l'autre orientation, c'était celle qui vous dit vous allez accoucher. Donc en principe, vous portez la nature jusqu'à votre fin, votre vie, la fin de vos vies sur terre. Donc voilà un peu, mais ce n'était pas pour la mater. Donc à la situation où on est, le garçon, l'homme est embarrassé, effectivement, mais le meilleur moyen, ce n'est pas le divorce, pour le dire, mais c'est de se taire. C'est-à-dire que c'est l'homme ici, à un moment, qui doit jouer le rôle de garder le secret que son épouse aurait dû faire, mais ce n'est pas le divorce, parce qu'en fait, il ne faut pas vous regarder vous deux seulement, mais les enfants qui doivent, comment je vais dire, s'épanouir dans la vie de couple. Donc tout l'intérêt, Charles Armel, de revenir à la phase de préparatoire au mariage. Moi, je reviens là-dessus parce que si vous découvrez tout de suite finalement que vous avez affaire à une telle femme, lorsque vous êtes déjà marié, c'est bien difficile de faire rétro-pédalage. Il vaut mieux lorsque vous êtes encore dans les préliminaires, quand vous commencez à voir que vous avez une fille qui est tout le temps prête à divulguer le moindre secret auprès de ses copines, essayez vraiment de reculer ou bien de lui faire entendre raison.
Pour épouser une femme, il faut regarder et contempler les attitudes et comportements de sa mère. De sa mère. C'est important. Ça veut dire que Je suis lorsque vous rentrez dans un foyer, dans une famille, vous voulez épouser, au lieu de vous attarder à apprécier les qualités physiques et peut-être intellectuelles de la fille, contemplez la maman. Voyez comment la maman se comporte. À partir de la maman, vous connaîtrez qui est-ce que vous êtes en train d'épouser. Vous avez des familles où monsieur et madame règlent les problèmes au vu et au su des enfants, où tout se dit, tout est banalisé, on ne prend rien au sérieux, où le père et la mère bagarrent devant les enfants, où le père et la mère s'insultent en utilisant des expressions grossières, en rentrant même dans le passé, dans la petite vie privée de jeunesse de l'un comme de l'autre. L'enfant va grandir dans ce concept, va grandir dans cet état, et l'enfant va se retrouver à appliquer et à reproduire les mêmes comportements des parents. Mais avoir une femme que j'appelle passoire, qui ne parvient à ne rien garder, qui ne parvient à ne rien conserver, ne serait-ce que pour la stabilité de son foyer, c'est une femme qui n'est pas prédisposée pour le mariage. C'est une femme dont les parents ont raté, principalement la maman a raté l'éducation. C'est la maman, pendant qu'on écrase les condiments, qui dira à sa fille, ma fille, sache que dès que tu vas te marier, la femme ne dort pas habillée près de son mari. Ma fille, sache que comme tu es en train d'aller en mariage, lorsque l'homme parle, tu te tais, tu écoutes. S'il faudrait répondre, tu attends, dans un moment de colère, tu attends que la colère baisse avant de parler. Ma fille, sache que les week-ends sont réservés pour préparer les nourritures du village. C'est à ce moment que la fille et la maman échangent. Étant donné que Internet est arrivé, les téléphones Android sont arrivés, au lieu de nous rapprocher, ça nous a plutôt éloignés. La maman du reste dans le service, elle envoie le SMS. Pardon, j'ai mis le gombo dans telle assiette, récupère ça, tu piles, tu déposes là-bas, je rentre le soir préparé. La fille arrange, elle n'est plus à la maison. Le dialogue a disparu. Raison pour laquelle nous avons des échecs. Et je dis, comme je l'ai dit hier, que les parents prennent leurs responsabilités en trouvant de bonnes épouses et de bons époux à leur fille. L'amour vrai, non, Sam, pardonne tout. Si tu aimes ta femme, même si elle est folle, tu vas tout l'aimer. Mais si une femme parle, tu commences à dire non, on va se séparer parce que tu parles, tout ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Notre part de force, c'est de parler. C'est mauvais de dire à mes copines que mon mari m'a acheté une nouvelle voiture parce que j'ai accouché le garçon. Non. Le problème est où? Tu lui as dit pourquoi tendance? Non, pour te vanter devant mes copines. Ah, pour te vanter. C'est mauvais que j'arrive à la réunion et que mon mari a acheté le terrain. Ce n'est pas mauvais, à mon avis. Sauf que je dois dire, pour qu'on me respecte même. Si je suis là, tout derrière, personne ne me respecte. Je ne dis pas que mon mari m'a acheté, si mon mari m'a acheté ça, ce n'est pas bien. Mieux, je viens de dire. Mais aller jusqu'à dire que non, on va se séparer parce que ma femme va tout simple. Oui, mais sauf que... Là, peut-être ça dépend des nouvelles, les bonnes ou les mauvaises. Peut-être voilà. Si elle divulgue les bonnes nouvelles, ce n'est pas bien grave, mais quand c'est... Voilà. Il faut peut-être choisir aussi, puis ça dépend. Ou alors, je crois que je suis entièrement d'accord avec Charles Armel, parce que quand on a des enfants à la maison, ils copient notre comportement à nous les parents. C'est-à-dire, si tu as une maman qui se balade à longueur de journée dans des maisons du quartier, qui va de maison en maison, qui colporte ci, qui a des copines à gauche, à droite, qui ramène des copines, la petite fille qui est là, elle voit sa maman comme un modèle et elle sera tentée à reproduire exactement ce que cette dernière fait. Maintenant, tendance, c'est peut-être bien beau de dire que oui, c'est pas parce qu'on a une femme qui est cancanière qu'on va s'en séparer. Seulement, ça peut causer tellement de désagréments. Imaginez que vous rentrez chez vous, vous avez donc cette femme-là qui est extrêmement cancanière et qui crée des problèmes dans le quartier. Comment vous vous sentez quand vous rentrez et vous trouvez votre femme au sein d'un scandale dans le quartier, en train de s'engueuler, et que ce soit récurrent? Franchement, ça met mal à l'aise et oui, je suis d'accord que ça peut entraîner une séparation dans un couple. Mais au quartier, si tu trouves ta femme en train de bavarder, ça veut dire qu'elle voulait se défendre. On ne peut pas se lever un matin comme ça, on part dans un quartier. Tous les jours. Ça dépend aussi de ce que les gens disent sur ton nom au quartier. Mais ça veut dire que les gens ne parlent pas du tout au quartier, tu peux te défendre. Peut-être que tu as prêté le flanc. C'est des femmes qui ne rêvaient pas arriver à ce niveau de vie, excusez-moi. C'est des femmes qui ne rêvaient pas, parce qu'une femme qui a une tête bien pleine, qui a reçu une éducation, protège son mari. La femme n'est pas censée exposer son mari. Même si l'homme rationne 50 000 à la maison, la femme n'a pas le droit d'aller dire mon mari rationne 50 000. Parce qu'elle est avec des femmes qui souffrent, qui ont des problèmes. C'est pas toutes les femmes. Moi, j'ai vécu dans une zone où tout le monde avait des barrières. Mais à l'intérieur de ces barrières, il fallait voir. Les gens souffraient à l'intérieur de ces barrières. Les gens souffraient. Ah oui, je vous le dis. Donc, vous voyez une femme qui va venir dire, mon mari m'a acheté une voiture. Ce mari peut avoir pris cette voiture à crédit. Mon mari vient de envoyer mon enfant
enfants en Europe. L'homme peut avoir pris un crédit au niveau de la banque pour pouvoir gérer les problèmes de foyer, pour gérer les problèmes. Mon mari vient de lancer la construction. Ça peut être une tontine que le mari a bouffé. Voilà un homme qui va rentrer, qu'on va trouver riche, qu'on va trouver bien nanti, mais qui ne parvient pas à aider les voisins du quartier qui vont venir dire j'ai l'enfant qui est malade, aide-moi. Les copines qui viendront dire aide-moi. On va taxer le mari de quoi? Non, qu'on l'explique, c'est pas c'est mauvais si ma bailleresse va prendre mon terrain qui est à ça, tu brûles. C'est mauvais. Oui, si la bailleresse aussi me fait le chantage pour sa maison, j'ai le droit de lui dire que je loue ici parce que je veux. Mon mari a acheté le terrain, donc ça me fait le chantage. Je lui dis ce qu'elle va entendre. Parce que mon mari n'a pas acheté. Oui, maman, vous voulez rebondir? Vous entendez souvent l'expression la nuit porte conseil. La nuit porte conseil vient de la tradition africaine qui dit lorsque l'homme rentre, c'est sa femme qui lui dit à l'oreille que voilà. Si une situation se pose, voilà. Même les gens, là où nous sommes assis, toutes mes voisines ici me font ça. C'est-à-dire que c'est à ce moment que l'homme saura donc comment porter devant, protéger sa famille et sa famille. Et c'est sur cette voie que la femme devrait suivre en réalité. Alors, ça commence donc par les compagnies. Alors, si vous ne voulez pas que les petites filles, les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent demain des femmes qui colportent des nouvelles à gauche et à droite, commencez par regarder avec qui elles traînent à longueur de journée. C'est vrai que les périodes ont beaucoup changé, les générations actuelles sont beaucoup plus enclines aux mondanités, à d'autres types de choses dans la dépravation. Donc, de nos jours, Charles Hamel, je suis désolé, c'est une autre époque. On ne peut pas se passer du fait que nos enfants, nos jeunes filles de maintenant soient prédisposées à aller traîner avec des groupes d'amis et des groupies. Alors, mais c'est compliqué. Comment faire pour éviter cela, pour essayer de limiter tout simplement les dégâts? C'est la maman, c'est pas au papa. La maman éduque les enfants, le papa instruit les enfants. Il faut qu'on sache les responsabilités des uns et des autres. La maman éduque les enfants, le papa instruit les enfants. L'instruction se passe au salon et l'éducation se passe à la cuisine. Sam Séverin. Vous allez voir des garçons qui ont grandi plus à la cuisine qu'au salon, auront des attitudes toujours de peur. C'est une bonne chose, il a peur, il ne faut pas s'engager parce que la maman, sur le rôle de la maman, se dit si tu fais comme ça ne sera pas bien. Attention, tu vas voir, dès que tu vas poser tes comportements, tu vas oublier que les gens vont dire quoi. Le papa va dire monsieur, un homme doit assumer ses propos, un homme doit être capable de dire X et de parler, lever la tête parce que tu appartiens à une grande famille. C'est ça l'instruction que le papa donne à l'éducation, à la vie. Mais alors, maintenant, vous avez vu parmi nos enfants ceux qui sont plus prédisposés. C'est-à-dire que parmi les jeunes filles, il y en a une, vous allez remarquer, qui est tout le temps prête à aller apprendre auprès de sa maman, à aller tout le temps auprès d'elle lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle fait ci, et d'autres qui s'en foutent, qui restent au salon, qui regardent la télé. Même chez les garçons, moi j'ai connu un petit neveu dans mon village qui était tout le temps avec les vieux. Vous ne pouvez jamais le voir assis à côté des jeunes gens de sa génération. Il aimait toujours rester. C'est l'orientation, c'est l'orientation parentale. Voilà. Parce que vous savez, je vais vous dire, moi j'ai grandi dans une condition où quand le papa allait au niveau de la, comment on va dire, sous l'arbre à palabre, il nous amenait, mon rôle c'était d'allumer la pipe. J'allumais la pipe, je vais vous dire, je soufflais sur la pipe. Pour le secret, un jour, mon père m'a mis dans un sac Mukuta. Les sacs Mukuta à l'époque, il m'a accroché en disant tais-toi, accompagne-moi, reste là comme si tu étais marchandise, tout ce qu'on va dire, écoute. J'étais dans le sac Mukuta, mon père m'a tenu. Tu avais rien à respirer. J'étais dans ce sac, mais tout ce qui se racontait, tout ce qui se disait dans ce lieu, je connaissais individuellement les uns. Et quand je suis rentré, mon père m'a dit, ça c'était pour t'apprendre qu'un homme peut s'asseoir, on dit des choses sans qu'il ne réponde. Donc j'estime que c'est les parents qui doivent inculquer la notion de secret. Et d'ailleurs, sur le plan journalistique, on ne révèle jamais sa source. Un journaliste bavard ne va pas se Et pour les chers téléspectateurs, vous l'avez appris, c'est un scoop, donc d'où toute la sagesse détenue par le personnage Charles Hamel Bachou. Et il allumait la pipe tout le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelques messages oui, on a... parce que c'est un sujet important. Voilà. Une femme qui parle trop expose son foyer. Et comme nous savons que le monde est devenu méchant, ça devient donc primordial de protéger son foyer en sachant quoi dire. Et si une femme ne comprend pas cela, ça devient un problème. Alors, Mbongo, tout à l'heure, quelqu'un a rappelé sur le plateau, parmi les enseignements à inculquer aux jeunes filles, lorsque votre mari prend la parole, vous attendez, vous vous taisez. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'assimiler l'homme à un pharaon, un roi? Non, non. Donc la femme doit se taire systématiquement? Systématiquement, à ce moment-là, en fait, lorsqu'il y a un courroux, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Je veux dire, lorsque l'homme lève la voix, il peut avoir un sentiment d'énervement. La femme a l'obligation de se taire. Même en Europe, ça se fait comme ça. Donc, elle doit, mais ce n'est pas pour l'intimider, pour le tuer. Non.
L'homme ne doit pas être un dictateur. Mais absolument, c'est ce que j'ai Je dois dit. pas être comme le bébé de mon mari. Mon mari doit être mon confident. Donc il faut éviter la querelle. Il faut éviter C'est ça, les querelles. Les querelles. Comme on vous a dit, lorsque il n'y a plus de dialogue, c'est la femme qui est la source de ce problème-là. Je ne suis pas d'accord. Absolument, précisément parce que elle ne sait plus dire à son mari que la nuit porte conseil. C'est elle qui dit. Elle ne sait plus tenir les secrets de la famille, tenir les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous demande de préparer, par exemple, les râpés, on les fait où? Est-ce qu'une fille aujourd'hui est en train de râper? Le problème, il faut bien qu'on s'entende. Je suis d'accord qu'une femme qui bavarde, c'est un problème pour le couple. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a des hommes qui se retrouvent aussi dans cette situation-là. Il y a des hommes qui font beaucoup de cancans par rapport à leurs femmes. On les condamne. Voilà, maintenant dire que quand il ne faut pas être catégorique non plus ou radical et dire que quand il n'y a plus de dialogue dans un couple, ça veut dire que c'est... Disons qu'il faut éviter la querelle, la femme querelleuse. Oui, c'est vrai, pas mais une femme vertueuse. le problème c'est... Oui, c'est pas une femme vertueuse, mais je veux dire quoi les foyers, ça varie, hein, ça varie. Toutes les histoires qu'on peut retrouver dans des foyers ne sont pas semblables, c'est pas un standard. Donc maintenant, il y a des femmes qui peuvent justement préconiser le dialogue, qui essayent de dialoguer. Maintenant, il faudrait que l'homme soit réceptif. Absolument. Alors, quand vous n'avez pas un homme qui est réceptif, à un moment donné, elle finit par en avoir marre et ça peut créer des clashs. Et vous avez des hommes qui... comme ça, ne respectent pas leurs femmes, qui essayent de les humilier en public. À un moment donné, elles peuvent vouloir voilà, lever la tête. Donc, le dialogue, on parle d'un couple, c'est deux personnes, et chacun devrait œuvrer pour que tout marche. On est d'accord, mais en cas de clash, le problème de la femme... En cas de clash, même l'homme devrait savoir qu'il doit éviter de contrarier sa femme en public. J'ai dit oui, mais les problèmes de la femme s'arrêtent lorsqu'elle se marie. Et les problèmes de l'homme commencent le jour du mariage. Ah bon? Tout ce qui... Pourquoi ça s'arrête quand elle se marie? Non, les problèmes de la femme s'arrêtent lorsqu'elle se marie et ceux de l'homme commencent lors du mariage. Tout ce qui est litige, on apprend. Une fille qui a grandi auprès de sa mère, c'est que tout ce qui concerne la maison, lorsque la femme ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne la maison, architecture, arrangement, c'est le mari. La femme, c'est qu'en cas de litige, même avec la voisine, elle va dire, je ne te réponds pas, j'attends mon mari le soir. Quelles que soient même les frictions qu'elle peut avoir, je ne te réponds pas, j'attends mon mari. Je suis d'accord. Oui, attends mon mari. Lorsque le mari rentre, lorsqu'il entre dans la chambre, la femme le suit. En fait, en le suivant dans la chambre, c'est pour lui faire le briefing de tout les mais cher Larmel, ce que tu dis, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas une réalité dans tous les couples. Maintenant, il faut tenir compte de l'attitude de l'homme. On est là pour mais on éduque. Mais le problème, c'est que n'éduquez pas en fustigeant, en marginalisant les autres. Vous ne pouvez pas dire sur un plateau que quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, c'est nécessairement à cause de la femme. Non, on ne l'a pas dit. Je répète. Non, je répète. En cas de rupture du dialogue. Moi, j'ai reconnu ici que les femmes qui ne sont pas, qui ne se taisent pas, c'est un problème. Mais en même temps, il faut être objectif. Bon, la preuve, j'ai dit donc, voilà, non, j'ai pas terminé. Je pense qu'elle a mal interprété. J'ai dit prenons même les cas extrêmes. Et le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on préserve le couple. Et en cas de clash dans l'avenir, comme le dit en perspective, c'est la femme qui préserve. Ça ne veut pas dire que l'homme est exempt. Là, on doit éviter aussi. J'ai dit oui, on doit éviter, mais quand on veut arriver vers le divorce, c'est d'abord Recentrons-nous, on va passer à la colère. Avant de passer à la colère, la femme même parfois s'égare, c'est l'homme qui doit la recadrer. Voilà. Absolument. L'homme doit recadrer la femme, même si tu es une femme qui est comme le perroquet. C'est un homme qui est délicat, vous attendez à quoi? Il arrive donc souvent malheureusement que quand vous êtes tenté de recadrer la femme et qu'elle continue, elle ne fait que monter en puissance en termes de querelle. Et là, vous arrivez à un point de non-retour et je crois que c'est une baffe qui est vite partie. Et bonjour la violence. Le pas de force. Voilà, c'est ça. Le pas de force, c'est ça, c'est le moque. Très bien, voilà. Et bon, souffler souvent d'encaisser aussi de temps en temps. Non, c'est bien, il y en a qui tapent aussi quand même l'homme. Merci beaucoup. Donc c'était l'histoire de tendance qui portait ce jour sur cette femme qui bavarde beaucoup, femme perroquet, voilà. Ce n'est pas bien. Il faudrait faire preuve d'un peu plus de retenue afin de préserver le secret et l'équilibre du couple parce qu'il s'agit d'une affaire bien sensible. On va y revenir en deuxième partie avec vos messages. Le temps à présent de passer à la colère de Charles Armel Mbachou. Ce jour, il s'attarde sur ce qu'il a appelé les missions fictives.
Je m'interroge ce jour sur la question des missions fictives. On se croirait dans un film de fiction. Oui, lorsqu'on part pour les ministères. Parce que trop de missions. Galmadouga, Ndiang, Kenzu, Tokyo, Bansoi, on voyage bien au Cameroun. Et on aime les coins éloignés quand il s'agit de missions à l'extérieur. Pôle Nord, Pôle Sud. Voilà là où les Camerounais aiment bien aller, surtout nos amis fonctionnaires. Je m'interroge sur ce gouffre à sous que représentent les missions fictives dans ce pays. Tout dans ce pays est sujet à des missions inutiles et stériles. Tout est fait pour que la mission soit rentable. On préfère les missions dans les pays trop éloignés que les missions en Afrique. Pour un peu que le chef de l'État se déplace, trop de missions. Pour un peu qu'on délègue quelqu'un rencontrer un chef d'État, trop d'individus. Oui, les missions, c'est ça. Mission de renforcement, mission d'études, mission d'analyse, mission d'échange. Oui, on aime bien les missions. Mais au fond, est-ce que ces missions rapportent? Point d'interrogation. Faites le tour des ministères de cette République. Vous verrez de quoi on parle. Faites un tour au MINFOPA, au MINREX, Assemblée nationale, MINEPAC, MINRECI. Partout, les missions fictives font le plein. La preuve, consultez les presses. Depuis 2000 à 2017, vous allez vous rendre compte des dénonciations qui sont faites. Comment comprendre que le fait qu'au Cameroun, les déplacements des agents publics pour une mission à l'étranger soient encadrés d'innombrables dérives? Comment comprendre que les missions des agents publics camerounais hors du territoire national ou à l'intérieur soient sans doute l'un des postes majeurs de gaspillage de l'argent public? Comment comprendre que ces missions sont pour la plupart toutes fictives, pourtant l'ordre de mission établi au nom de l'agent public concerné et porte indication de l'objet, de la durée et de l'itinéraire de la mission? Comment comprendre qu'au terme de toutes ces missions, il n'y ait pas de compte rendu? Peut-on faire une mission sans compte rendu? Ils sont nombreux à s'être déplacés et n'avoir jamais produit des comptes rendus. S'il vous plaît, qu'une descente de la CONAC ou qu'un audit des missions soit organisé dans l'ensemble des services du contrôle financier des ministères. Là, vous découvrirez les miracles des missions. Comment comprendre la taille exponentielle des multiples délégations censées effectuer des missions à l'extérieur de ce pays? Comment comprendre les différentes combines, les tripatouillages mafieux, le trop plein d'effectifs arrêtés inutiles au bon déroulement de la mission? Comment comprendre l'obésité, l'opacité généralisée de ces missions fictives qui font dépenser à l'État des sommes d'argent importantes? Réservation d'hôtels, billets d'avion, nutrition et tout le tralala aux frais du pauvre contribuable que nous sommes. Comment comprendre le fait que dans la majeure partie des différentes délégations, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il y a trop plein de délégations, mais au fond, on se rend compte que 10 sont partis, 50 sont restés, au compte de qui? Comment comprendre le fait que dans la majeure partie de ces administrations, des personnes perçoivent des frais de mission alors qu'ils n'ont jamais bougé? Savez-vous que dans l'ensemble des ministères, il existe une expression bien connue au sujet des missions fictives que l'on appelle porteur? C'est quoi un porteur? Savez-vous que le principe est simple? Le boss délivre une feuille de mission à un fonctionnaire avec un gros montant. Et quand la mission est payée, le porteur reverse aux concernés les 95% du butin. Comment comprendre qu'à chaque ouverture du budget dans ce pays, les quotas de lignes, missions sont atteints dès la première semaine? Savez-vous que l'indemnité journalière pour frais de mission hors du territoire national des conseillers techniques, directeurs, chargés de mission attachés à la présidence de la République et dans les services du Premier ministre dans un continent comme l'Amérique s'élève à 130 000 francs CFA jour? Savez-vous qu'après avoir choisi les missions fictives de 10 à 20 jours, ces hommes véreux s'arrangent aussi à prendre les billets d'avion les plus chers? Si l'on ajoute à cela les 15 000 fonctionnaires fictifs débusqués au Cameroun, on se rend à l'évidence que l'État du Cameroun est une vache à lait pour les membres, amis et sympathisants du pays organisateur. Savez-vous que le montant total des derniers publics détournés par les fonctionnaires au sujet des missions fictives entre 1998 et 2004 a été d'environ 530 milliards de francs CFA? Mon Dieu, où va-t-on dans ce pays? Et on va s'étonner que ce pays, comme vous le dites, mon cher Mbachou, est surendetté parce qu'on est bien obligé. On a tout pillé, tout a été vidé dans les caisses. C'est l'une des choses qui nous ont retardé considérablement. Au moment même où on a, comme ça se vit en France aujourd'hui, Mbombok, vraiment beaucoup de belles choses qui sont faites pour tenter de ramener les uns les autres à plus de moralité. Vous avez parlé des milieux du sport que je maîtrise un peu. Je vais, dans le courant de cette édition, vous donner quelques exemples patents, mais commençons peut-être par le cas
du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le bien nommé le colonel Kalkabamadoum, qui aura fait le tour du monde, tous les continents pratiquement. Et au cours d'une des missions que j'avais effectuée avec lui, c'était au Sénégal en 2007, où il était président de la Confédération africaine d'athlétisme. Alors, on nous avait sélectionné quelques-uns des journalistes camerounais pour représenter le pays, mais normalement, par jour, c'est 50 $ qu'on doit vous donner. C'est-à-dire que c'est le standard international. Mais vous nous avez donné un autre montant tout à l'heure. 130 000 francs. Ici, pour les conseillers techniques, les directeurs hors du pays, c'est 130 000 francs par jour. Voilà. Pour le cas des autres campagnes dans le football, bon, vous le savez, c'est pour cela qu'il y a autant de batailles. Vos premiers commentaires sur ce sujet épineux? À deux niveaux, je commence par le football. Vous vous rappelez, c'était dimanche le 23 juin 2002. Lorsque le président Biya annule l'élection qui doit se tenir à ce moment-là, il y avait les législatives municipales, vous savez ce qu'il a dit à Charles Ndongo? Il dit, il y a même un là. On m'a dit que quand il est rentré de la Coupe du Monde, il s'est lancé en la campagne. Il parlait de Bidumpa qui venait de la Coupe du Monde 2002, qui s'est vu la Corée-Japon. C'est-à-dire, Charles Amel a bien fait de parler, on ne rend pas compte. C'est-à-dire, vous amenez l'équipe nationale à une compétition internationale qui plus est le plus haut niveau, la Coupe du Monde, vous venez, vous ne rendez même pas compte. Au chef de l'État, vous allez ailleurs. Donc voilà, le président prenait cet exemple-là pour montrer comment, effectivement, on dilapide l'argent du pays, sans que quelqu'un n'ait besoin de rendre compte, effectivement. Et en 2010 également, il s'est posé le problème de trop plein. Mais le trop perçu, là, avait quand même été reversé parce qu'il y avait Joseph Orona qui, lui, il avait rendu compte quand même. Justement, c'est pourquoi on devait donc les interpeller. Puisqu'ils ont pris leurs frais de mission du premier jour, je veux dire, du premier match à la finale. Quand ils rentrent donc au premier tour, ils n'ont fait que 3 matchs. On ne doit plus vous rappeler de reverser ce qui aurait pu vous amener à la finale, puisque vous n'y êtes pas parvenu. Voilà pour le premier cas. L'autre cas, qu'on ne connaît pas, Charles Amel, effectivement, des conseillers techniques. Cette semaine qui finit, on vous dit, non, le directeur du cabinet civil est en mission en Chine. D'accord. Est-ce secret? Il n'y a que... Oui, ça ne doit pas être secret. Si c'est pour la défense nationale, d'accord. Mais il est quand même directeur du cabinet civil. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire des missions de défense nationale. C'est le civil. Parce qu'il y a un cabinet militaire. Vous savez, là-bas, il y a des domaines réservés, donc on ne peut pas tout dévoiler. Absolument, mais non, parce que vous avez pris l'exemple de la France. Les domaines qui sont réservés. Pour la diplomatie, on a des ambassadeurs qui sont partout. On a le ministre des Relations extérieures. En réalité, même lorsqu'il sort, on va vous dire, tel est porteur du message du président de la République au roi du Maroc, au premier ministre du Japon, au président de... Voilà, comme on a reçu notre confrère dernièrement, Thierry Hott, qui était porteur du message du président burkinabé. Donc, ça doit être fait. On sait que, bon, il est venu en mission au Cameroun pour 2 jours. De la même manière, nous devons le savoir. Pour ceux des cas qui vont en mission républicaine dans tout le monde. Laissons un peu l'étranger, on va revenir, on va y reparler de ça. Après, au plan national, quels sont les barèmes pour des missions à Bertouang, Elemendouga, Gawa, Maroua? Ça dépend des indices. Bon, pour un fonctionnaire, par exemple, de A2, une mission par jour, je pense que c'est dans les 50 000. 50 000 et tout. Donc, ça varie par rapport au grade qu'on a. Bon, alors, 50 000, c'est quoi? C'est le frais d'hôtel, y compris la prise en charge? C'est le frais de mission. C'est le frais de mission. Alors, tendance en général, les filles adorent les gars qui sont en mission. Comment tu as su? Hey, maman, avant de suspendre le truc de commis agro-pastoral là, toutes les filles partaient seulement là-bas. Quand on entend qu'il y a telle chose et que les gars sont entrés dans la mission, c'est tout le monde qui se met sur son chanteur. Il faut voir comment les filles taclent là-bas. Mais c'est aussi bien dans la mission parce que Charles a parlé tout à l'heure de délégation, les gens qui partent en délégation, certains partent faire quoi là-bas? Non. Ils doivent partir nombreux parce que dans la délégation, il y a les conseillers. On ne peut pas tout faire seul sans avoir de conseillers. Parfois, tu peux faire un truc, tu t'égares. Dans la délégation, s'il y a un conseiller ou encore des conseillers, ils peuvent vous mettre sur le droit chemin. On ne connaît pas tout. Une seule main n'attache pas le balai. Donc, quand vous partez en délégation, c'est bien parce que vous avez le temps de réfléchir, de vous concerter, de donner les conseils. Moi, c'est bien d'aller en délégation. Et on parle en délégation sans prendre une chambre d'hôtel bien climatisée, sans manger les crèmes ronces, sans manger les crèmes ronces. Oui, sans les crèmes ronces. Moi, j'aimais ça quand j'étais au Canada. C'est quoi les crèmes ronces? Les crèmes ronces, je vais t'expliquer en offre. Sans manger les nourritures à la mititi. Il faut être bien parce que quand on travaille, on doit profiter. La sueur de son front ou encore la sueur de sa bouche.
Oui. Et c'est ça. Ouais. Très bien, donc profitez, même si le pays doit tomber. Absolument. C'est ça, malheureusement. Alors, Meggy. Oui, mais moi je pense que ici ça met en exergue la qualité de la finance, de la dépense publique. Hein. On en a parlé ici dernièrement, justement. On a eu vent de quelques scandales au sein de l'Assemblée nationale il y a quelques années encore où justement on dénonçait ces missions fictives là, avec des responsables qui faisaient des faux ordres de mission avec des signatures imitées, falsifiées du président de l'Assemblée, justement. On a dans les délégations sportives des grossissements de délégations avec des noms fictifs qu'on rajoute. Le ministre de l'économie, Emmanuel Nganou Djoumessi, l'a d'ailleurs décrié. Mais on se demande donc, alors avec tous ces rappels à l'ordre du ministre de l'économie, du ministre de la finance, Lamine Ousmane, mais dernièrement encore qui a fait une sortie, qui a interpellé les membres du gouvernement à faire attention à la façon dont ils dépensaient, et notamment à propos des missions fictives. Pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour justement contrôler tout ça, pour essayer de faire une barrière à toutes ces personnes qui dépensent l'argent du contribuable camerounais pour... Et parlant de l'Assemblée nationale, on ne nous rend jamais compte des missions de nos parlementaires quand ils vont à l'étranger. On vous apprenez seulement qu'un groupe de parlementaires est allé dans quel pays. Quand ils reviennent, vous n'êtes même pas au courant. Il a même dit dans son propos, il a dit que vous, quand ces gens reviennent, ils ne donnent même pas des rapports. Pas du tout. Ils ne donnent pas des rapports parce que quelqu'un qui va en France et qui a sa mission qui continue, je ne sais pas moi, en Russie et tout, il n'y va même plus et il reste là, mais... il grossit la facture comme s'il s'était déplacé de la France pour la Russie. Il grossit la facture. Et justement, ils ne peuvent pas servir de rapport parce qu'il n'y a rien qui va prouver qu'en effet, voilà les dépenses qui ont été faites. Donc c'est quand même, on se demande, on décrit, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour justement pallier à ce... Alors, on a dépassé le record de cette incurie lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. L'avion était archi plein, comprenant les administratifs de la FECAFOOT, toutes régions confondues, chaque région, les 10 régions du Cameroun avaient des représentants dans cet avion parce qu'on préparait une élection. Il y avait des représentants du ministère des Sports, représentants du Premier ministère, représentants de la présidence de la République, toutes les administrations représentées, y compris les familles. Maintenant, les joueurs et leurs familles, femmes et enfants, les gens du comité de normalisation qui se sont déplacés également avec les différents proches parents, maintenant des pseudo-journalistes qui passent souvent pour être les amis de certains administratifs, je ne sais pas comment ils réussissent à leur faire miroiter des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils étaient dans cet avion-là et je vous rappelle, même lorsque la destination est lointaine comme le Brésil, le billet d'avion c'était plus d'1 million de francs CFA. Voilà. Pour un billet d'avion seulement. Maintenant, ils sont en Russie pour la Coupe des conférences. On pensait que ça va être compliqué parce que la Russie c'est quand même peu loin. Mais vous avez encore... Ils sont encore nombreux là-bas en Russie malgré la cherté de cette destination-là. Monsieur Mathieu, c'est vraiment un très joli sujet que vous avez choisi, cette affaire de mission. Alors, sans Sévérin, il nous a été rapporté que plusieurs fois, le chef de l'État s'est interrogé en disant, mais attendez, je vois tout ce beau monde-là, ils vont où? Ils vont faire quoi? Et vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, on donne exactement le nombre de personnes qui accompagnent le chef de l'État. On dit que le chef de l'État s'est déplacé avec une délégation de 30 personnes, de 40 personnes. Mais avant, c'est au moins 50 avions, jamais aux 40 avions qui sont apprêtés. Ceux qui vont en mission avancée, repérage et études. Attention, dans le ministère Sam Sévérin, il y a des gens qui tous les 3 mois vont émarger pour des missions qui n'existent pas. Des missions qui n'existent pas. Comme vous entendez qu'il y a une délégation, chaque ministère veut envoyer, mais en réalité, c'est 2 ou 3 personnes qui partent. En réalité, c'est 5 ou 6 personnes qui partent. Il reste 10 personnes. Ce gars est reversé à qui? Avec le principe de porteur, où on te met en mission, tu dois venir, en retour, lorsque la mission est payée, tu dois payer. Comment se fait-il que lorsqu'on parle du budget d'un pays comme le Cameroun, dès la première semaine, la ligne quota mission, c'est déjà épuisé? Vraiment, expliquez-moi, c'est déjà épuisé. Est-ce que l'État français avait des dettes? Je veux comprendre, Sam Sévérin. Tout le temps, c'est des gens qui voyagent. Non, je suis en mission au Turkménistan. Je suis en mission au Kazakhstan. Je suis en mission... Sans compter même l'amalgame autour de ces... On ne peut même plus faire le distinguo entre des voyages personnels et des voyages de travail. Oui. Pas du tout, on ne peut plus. C'est des directeurs d'entreprise qui disent que c'est maintenant, on accompagne le chef de l'État. Vraiment, la délégation est partie, j'accompagne le chef de l'État. Non, Tendance. Le chef de l'État ne doit pas marcher seul.
Excellence, le problème n'est pas d'accompagner le chef de l'État, mais c'est le mensonge qui compte. Ils ne sont pas dans la délégation du chef de l'État, mais ils pissent, ils ponctionnent, ils siphonnent les entreprises. Le résultat pour tout ceci, c'est quoi tendance? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, s'il y a des missions, c'est vrai, c'est pour une amélioration de tel ou tel secteur, pour que le pays puisse avancer. Mais ce n'est pas toujours le cas, tendance. Hein? Les gens vont en mission pour se remplir les poches à leur propre profit, pour leur propre famille. Et la chef est pour là où elle est attachée, surtout quand la corde est longue. Même si le candidat dit que l'État, le chef de l'État qui n'était pas avec lui, ça fait quoi? Il dit comme ça pour qu'on lui donne les points. S'il a l'habitude de marcher avec le chef de l'État, le jour qui part lui-même pour ses besoins personnels, il est obligé de dire que l'État avec le chef de l'État. Même si c'était toi, Charles, tu allais tout dire la même chose. On se connaît ça en Afrique. Il ponctionne l'argent de l'État. Comment voulez-vous qu'en 6 ans, 1998-2004, on ait perdu 530 milliards dans les missions fictives? Mais allez, imaginez-vous de 2004 à 2017, combien l'État du Cameroun perd chaque jour des missions avec la crise anglophone? On a eu combien de personnes qui ont été mises en mission? Combien de personnes seulement pour les deux crises? Combien sur la mission? Ça faisait combien? Prime de risque et tout ça. Dans quel type d'hôtel les gars dormaient? Ils sont obligés de parcourir des kilomètres. Mais c'est de l'argent qu'on... Alors, lorsqu'on est revenu de la CAN du Gabon, déjà que là-bas au Gabon, il y avait plein de monde qui n'avait pas forcément leur place de ce côté. Mais on a créé une autre mission ici, à travers le pays, pour faire balader le trophée. Je ne sais pas si c'était l'original de ce trophée-là. Mais on a vu les gens du football faire le tour du Cameroun. Et ça coûté beaucoup d'argent encore. Alors maintenant, pour revenir à tout ce que vous avez évoqué, M. Mbachou, Mbombok, est-ce que la CONAC et toutes les autres organisations qui sont chargées de lutter contre le gaspillage ne se sont pas attardées sur ce cas-là? Si, ils se sont attardés. La CONAC davantage. Vous avez entendu parler au niveau de l'éducation nationale d'approche par compétence depuis, je pense, 3 ans. Il y a eu plusieurs missions qui sont allées au Canada pour apprendre l'approche canadienne à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était le bilinguisme français-anglais qui s'y trouve. Mais également parce que apparemment le Canada est devenu une destination prisée, même des Occidentaux. Pour apparemment leur éducation est assez élevée. Il fallait donc apprendre du Canada, du système canadien, ce qu'on peut faire ici. Mais de l'avis même de la CONAC, il semble que beaucoup de gens qui y sont allés n'étaient même pas des départements ministériels en charge de l'éducation. Donc beaucoup sont rentrés des missions, comme disait Charles Hamel, ils sont rentrés dans leur ministère d'origine sans faire de rapport, c'est-à-dire que le but de leur mission qui était de relèvement du niveau d'éducation de notre pays, ils ne pouvaient donc pas produire des rapports parce qu'ils ne sont pas ni du ministère de l'éducation de base ni des enseignements secondaires. Donc voilà comment l'argent est perdu. Donc effectivement la CONAC a interpellé le gouvernement et le président de la République sur ce genre de type d'émission, même également sur le tour du football. C'est dans les rapports de la CONAC que j'ai compris que généralement, que ce soit la FIFA ou la CAF, on existe 50 personnes avec une nomenclature bien déterminée. On vous dit 23 joueurs, parmi lesquels 3 gardiens de but. L'équipe médicale doit avoir un médecin, mais un kinésithérapeute également. Et eux, ils sont pris en charge justement par le comité d'organisation. Voilà, les gens de la FIFA et de la CAF. Mais ils doivent être 50 être pris là-bas. Sauf que lorsqu'on prend les 23 joueurs, plus l'équipe technique, l'équipe médicale, on prend généralement un seul représentant de la fédération et les autres sont donc complétés par un des renseignements généraux, un de la culture, un du tourisme, un de tout, pour faire les 50. Maintenant, ce qui fait que... donc ceux qui ne devaient même pas être dans les 50, absolument, c'est ça qui fait donc que, comme les fédérations doivent continuer les relations, par exemple la FECAFOOT doit voir les autres fédérations comme ça, sont donc obligés de voir avec les sponsors, prendre tout le monde, les amener à prêter des avions et tout et tout. Voilà. Donc on insiste dans le milieu du sport parce que c'est un phénomène qui se vit là-bas avec acuité puisque la plupart des fédérations sportives sont engagées sur la scène internationale à travers ces compétitions et ces présidents eux-mêmes en profitent pour orchestrer ces manœuvres-là. On a cité le nom de maître Emmanuel Wakam récemment, qui a été dénoncé dans ce sens-là, pour souvent cette pratique qui consiste à mettre des noms de personnes qui ne sont pas des athlètes pour effectuer ces missions-là. Vous avez évoqué les noms des représentants de nos administrations. Vous avez le cas de Martin Bilé-Bidjan. Justement, il est tout le temps dans les délégations de football. On ne sait pas. Non, au Brésil, il était le représentant de la présidence. Voilà, il représentait la présidence. Oui, on l'a rencontré à l'hôtel, justement. Maintenant, on ne sait pas s'il a fait le bon rapport là-dessus. Il n'y a pas de rapport. Je vous dis qu'il n'y a pas de rapport. On demande, on exige le rapport.
Si vous entendez Alamine Ousmane me monter et dire sur le créneau, il n'y a pas de compteur rendu. Il y a un trou plein de missions sans compteur rendu. Après une mission, vous devez revenir, dire, bon, rapport de mission, nous sommes descendus, on a vu, on était accueillis par X, on a dépensé, si on a rencontré ça, voici ce qu'on a fait, voici les conclusions. Il n'y a pas de conclusion. Chacun rentre et intègre son ministère. Tu étais où j'étais en mission. Il y a quand même une mission qui va s'effectuer dans les prochains jours de la part des membres nouvellement nommés de la Commission nationale chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La commission Moussongue va se déporter dans la zone anglophone. Je crois que là, au moins, ils auront... du pain sur la planche, ils auront beaucoup de choses à faire. Oui, absolument. Ils devront avoir beaucoup de choses à faire. Et je pense pour le moment, je ne sais pas si on leur a donné un budget. Donc c'est dans leur budget. La première dotation était de 700 millions. Voilà. Là, quand le ministère des Finances va donc leur dire, mais vous n'avez pas rendu compte, là, ils verront. Mais vous avez bien fait de dire, c'est le président de la République, Sam, qui a dit, c'était dimanche le 23 juin 2002, que un ministre, il est rentré, on m'a seulement dit qu'il est en campagne électorale, et il est rentré de la Coupe du Monde, je ne le vois pas, il ne me fait même pas de compte rendu. Il a dit en Mondiovision. Il a très fâché, on a vu le président de la République très fâché, moi-même j'ai eu pitié de lui. Alors, Sam, nous avons des réservations d'hôtel. Si ce n'est pas hôtel 5 étoiles, il ne dorment pas, il ne peut pas avoir de sommeil. Au compte du contribuable que nous sommes. Et à l'extérieur. Et à l'extérieur du Cameroun, j'ai dit réservation d'hôtel. 5 étoiles, si ce n'est pas ça, ils ne dorment pas. Vous avez des individus qui prennent les billets d'avion les plus chers. Des gens même chez eux, ils ne parviennent pas à boire avec le vin rouge. Mais parce qu'ils sont au compte de l'État, chaque jour c'est champagne, vin rouge champagne, au soir discussion. Justement, en matière d'hôtel, le Cameroun bat les records, effectivement. Toujours dans le football, en 2010, avec Paul Le Guen, le Cameroun était logé dans l'un des plus luxueux hôtels d'Afrique du Sud. Voilà, donc vraiment... c'est quelque chose... Quand tu te vends moins cher, on ne te respecte pas. Pour ne rien faire. Quand tu te vends moins cher, on ne te respecte pas. Donc, vends-toi cher, on te respecte. Même le thème d'Afrique du Sud, là, c'est tout se vendre. Vendre son... on aimerait bien vendre les jours. Le résultat, c'est quoi? On était donc avant-dernier. Avant-dernier sur le terrain. Ça ne veut rien dire ça. C'est comme ça. On aurait bien voulu qu'ils se vendent cher sur le terrain. Alors, est-ce qu'on a quelques observations sur ce sujet à travers les messages, Megui? Parce que concernant les missions, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, c'est quelque chose qui engloutit beaucoup d'argent. Voilà, on dépense sans compter. Pendant ce temps, les Camerounais souffrent de manque d'hôpitaux, d'écoles et j'en passe, trop de dépenses inutiles. C'est Maurice depuis PK10. Les frais de mission à l'intérieur du pays varient entre 10 et 25 000 francs par jour selon les catégories et de 25 000 à 40 000 francs selon l'indice et la fonction. C'est Jean Onoc qui nous écrit depuis Douala. Oui, c'est ça cumulé qui peut faire que quand vous êtes en A2, vous avez fait 10 ans, vous avez vos 50 000. Voilà. Alors, un autre message qu'on va prendre à l'instant qui nous dit vous contribuez grandement à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Tenez bon, un message d'encouragement. Merci. Merci bien. Alors, à l'intérieur du pays, revenons parler de ça, puisqu'on a quelques petites minutes avant de prendre la pause. Il faut observer, en dehors des frais d'hôtel, je crois qu'il y a d'autres frais qui interviennent normalement. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de frais de risque. Les primes de risque. Voilà, les primes de risque. Moi qui suis par exemple ministère des enseignements secondaires, on me dit, vous êtes secrétariat de baccalauréat au lycée de Boyo. Donc les frais vont augmenter puisque maintenant on suppose qu'on peut m'agresser. Donc on vous ajoute d'autres frais, de primes de risque. Non, là c'est bien normal. Voyager même c'est un risque. Quand tu prends la route pour voyager, c'est d'abord courir les risques. Maintenant si arrivé en route tu meurs, c'est ta famille qui paie. Donc c'est mieux de donner les frais des risques. Non, les frais c'est bon. Les missions, on ne dit pas qu'elles sont pas bonnes, mais on parle de missions qui sont fictives pour évoquer également le gaspillage qu'il y a tout autour. Ce n'est pas pour dire que... Moi je m'interroge ça. Lorsque les gens, on a mis des gens en mission, les missions, les délégations, parce que la délégation est plus chère lorsque vous êtes avec le chef de l'État. Les frais, c'est plus cher lorsque vous êtes avec le chef de l'État que lorsque vous accompagnez un ministre ou que lorsque c'est un ministre ou le secrétaire d'un ministère qui se déplace. Quand on rentre, quelle est la procédure? Revenir avec le passeport, entrer, sortir et entrer, présenter, composer des dossiers, ou tout simplement c'est sur la base du nom qu'on a inséré dans la machine et dans le logiciel que vous arrivez, on vous règle. C'est la question, il faut voir la procédure de paiement et comment se passe cette... Sur le plan administratif, ça doit être accompagné d'abord du rapport.
Vous devez faire produire votre rapport et maintenant justifier effectivement. Parce qu'en principe, vous devez même donner les tickets de restaurant là où vous avez mangé pour prouver comment tu fais. Tout à fait. Forcément, c'est un réseau mafieux. Il faut démanteler tous les réseaux. Il faut démanteler, mais on pourra diviser des journées entières à propos. Mais ici, la résolution de ce problème-là ne dépend que de la volonté politique de nos gouvernants. Ils peuvent éradiquer toutes ces manœuvres mafieuses-là. Ils peuvent s'ils le veulent. Maintenant, est-ce qu'ils veulent? Parce que peut-être eux-mêmes, ils en tirent des profits. Donc, on pourra diviser, mais il faudrait que l'État, au lieu de nous servir des débats, des thèses vaseuses comme ça sur oui, il faut faire attention à la dépense publique, il faut. Mais écoutez, agissez, vous pouvez le faire. J'interpelle le ministre des Finances, j'interpelle le ministre de l'Économie, il nous regarde sûrement. Agissez. Justement, quelle est la structure étatique qui peut être chargée de contrôler? Est-ce que c'est le contrôle supérieur de l'État? Est-ce que ou le ministère des Finances? Parce qu'en réalité, c'est aux finances qu'on détecte, même pour les délégations de sport. C'est lui qui détecte de l'argent. C'est lui qui détecte d'abord le faux et il insulte vite le Premier ministre. En principe, c'est comme ça que ça devrait se Justement, passer. le Premier ministère, parce qu'il y a toute une direction au Premier ministère qui valide les compositions des délégations et les frais qui vont avec. Donc, est-ce que la CONAR peut intervenir, ça? Oui, mais que la CONAR rend compte directement au chef de l'État. Donc, les rapports de la CONAR ne sont pas adressés au Premier ministre, même pas copie. Donc, lorsque le ministre des Finances a des doutes, il saisit le Premier ministre sur la base des aides d'observation et en principe, le Premier ministre devrait donc intervenir pour mettre de l'ordre. Voilà, disons que tout ceci rentre donc dans un ensemble global qui est souvent évoqué et appelé la réduction du train de vie de l'État en général. Parce qu'il me semble, comme Megui le relevait, les gouvernants qui sont dans l'administration, la très haute centrale du Cameroun, sont les tout premiers qui ne montrent pas l'exemple. Parce que commençant par la présidence de la République, quand elle se déplace, il y a même le nombre de véhicules de le cortège. Vous avez aussi des ministres qui se prennent pour des petits présidents. On avait un ministre des Transports, peut-être qu'il ne savait pas qu'il ne sera pas ministre un jour. Monsieur Robert Kili se déplaçait avec un cortège présidentiel pratiquement. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont pas bonnes. Vous savez, vous voyez le père, le papa Niad Difendi, quand il dit on bloque tout. Lui, quand même, c'est la deuxième Non, c'est le sénateur quand même. C'est ça que je dis, mais ce n'est pas mauvais. C'est le c'est pas bien, c'est mauvais. Même si vous êtes président du Sénat, on n'a pas à bloquer les routes parce que le président du Sénat passe. Je suis désolé. Non, on ne doit pas bloquer les quartiers parce que le président du Sénat. Il faut voir comment ça se fait ailleurs. Il faut faciliter. Au Sénégal et au Bénin, l'Afrique de l'Ouest nous montre l'exemple. Il faut désacraliser. On n'a pas besoin de tout ça. On voit les résultats sur les J'ai une interrogation. Quel est le rôle du service de contrôle financier des différents ministères s'il ne peut pas passer? Parce que Sam Sévérin, dans la préparation de ce congé, j'ai quand même rencontré et discuté avec certaines personnes, certains responsables des services contrôle financiers qui m'ont fait comprendre que l'ordre vient d'en haut. C'est le ministre qui t'appelle et par téléphone, le ministre n'arrive jamais au service, il ne convoque jamais le service de contrôle, le responsable du service de contrôle financier. Il lui dit par téléphone, voici la liste des personnes qui m'accompagnent. Sam Sévérin, le service de contrôle financier ne peut que obéir, mais au fini, c'est 3, 4 ou 5 personnes qui partent, alors que c'est une délégation de 20. Alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on peut pas lancer un audit. Déjà, à partir des services de contrôle financier, on peut se rassurer, détecter véritablement les niches. On a accusé le ministère de la Recherche scientifique. Il y a un collectif des syndicats qui ont écrit dénonçant les manœuvres au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Mais jamais rien n'a été fait. Jamais rien n'a été fait. Un monsieur même a rédigé au cabinet de la présidence en disant, à l'heure où je vous parle, j'ai eu ce document, à l'heure où je vous parle, le monsieur qui dit être en mission est là dans son bureau. On sait qu'il est en mission en Russie, or qu'il est dans son bureau. Alors, Sam Sévérin, finalement, nous allons où? Si on ne peut pas résoudre cela et réduire le train de vie, on nous dit, réduisons le train de vie. Mais de quel train de vie s'agit-il? Alors, on va terminer par une interpellation quand même, en direction du Premier ministre et tous ses services, parce que par rapport à ce sujet-là, je crois bien me souvenir que c'est là-bas
que se décide la composition des délégations qui vont à l'étranger, surtout dans le sport et bien d'autres administrations. Donc, il me semble bien que là-bas, le travail n'est pas bien fait. Parce que quand on enlève même certains noms, c'est seulement pour régler quelques comptes à des ennemis. Il faut s'assurer d'abord que les personnes qui vont représenter le Cameroun, comme pour le cas de la Coupe des Confédérations actuellement, même dans le domaine du sport, que même la FECAFOOT fasse parvenir la liste de ses invités au Premier ministère, qu'on veille sur les profils des uns et des autres, parce qu'il y a même l'image de cette nation. On a souvent des cas où vous avez des gens qui se comportent n'importe comment à l'étranger au nom de la République du Cameroun. Et ce n'est pas bien. Avant de voir maintenant quels sont les quotas au niveau des frais qui doivent leur être accordés, les prises en charge au niveau des hôtels et tout. Tout cela doit répondre à une traçabilité dans un État qui se respecte véritablement. On a 2 minutes pour sortir de ce sujet. Bon. Message? Oui. Message, oui. Oui, sur la page internet, voilà, la page Facebook, pardon, de l'émission. On a Saint-Fort Tchegan qui nous dit qu'il y aura changement pour ma part, mais il ne faut plus voter les députés du parti au pouvoir parce qu'ils changent les lois au profit des individus. C'est Patrick, donc, qui nous écrit depuis Bafoussam. Alors, ce scandale, comme il parle de l'Assemblée nationale, il y a eu un vaste scandale où on a attrapé tout un réseau des parlementaires, des individus qui voyageaient, qui s'offraient des missions au Kurdistan, qui s'offraient des missions en Afghanistan, d'autres qui allaient dans l'état de Boston, au Texas, se reposer au Bahamas, disant qu'ils sont en mission alors que les gars ne sont pas en mission. Ils sont allés, et ça venait du particulier du président de l'Assemblée nationale, des gens qui traficotaient la signature. Mais jamais ils n'ont été inquiétés, interpellés, auditionnés, incarcérés. Jamais. Ils sont là, ils se baladent. Identifiés nommément. Voilà le mot. Identifiés nommément par l'ensemble de la presse camerounaise. Des gens qui, quand on calcule, c'est du milliard. Parce qu'ils le font depuis des années. Alors, évidemment, on termine en disant que même le premier des Camerounais doit pouvoir nous rendre compte de là où il se trouve, là où il va, avec qui il voyage et qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas. On est quand même aussi fatigué d'avoir un président qui disparaît de temps en temps. On n'a pas de nouvelles, ni pour les gens qui l'accompagnent, même y compris pour son épouse, parce que parfois on n'a pas de nouvelles, puisque la première dame fait partie de la nomenclature étatique désormais aussi. On aimerait bien savoir les missions qu'ils effectuent, à quoi est-ce que c'est profitable et bénéfique à notre nation, parce que c'est de l'argent du contribuable qu'il est question dans cette rubrique. Merci beaucoup de nous avoir regardés tout au long de cette discussion. On arrive à la première heure de ce programme qui prend une pause avant la deuxième partie. Le Zénith. Voilà, Tom Yoms de Regretter Mémoire. C'est la belle histoire de ce chanteur de Di Bombari qui a marqué la musique du Cameroun. Il avait réalisé d'assez jolis duos aussi, à l'instar de celui avec Bébé Manga. Tom Yoms qui avait par la suite formé une belle union avec Marthe. Et de cette union était né LTM, Love, Tom et Marthe. C'est ça l'origine de la création de la chaîne LTM. Aujourd'hui, ceci n'est plus que de l'histoire, de la simple histoire. Ainsi va la vie. On continuera donc de se souvenir de ce grand de la chanson camerounaise. Il était beau, il était beau. Il y a l'une de ces chansons-là que j'aime. J'aime la chanson-là jusqu'à ça. Mais comme l'artiste ne meurt jamais, papa repose en paix. Tu as combattu le vrai combat parce que Tom, en mourant, il a été malade, il a souffert. Moi, papa dit souvent que ça, qu'il fait mes prières, il dit que Seigneur, si mon jour arrive, prends-moi doucement. Ne fais pas que la maladie me ronge. Fais le genre que même bon, comme ça, reste en tant que pam, tendance est morte. Pas que si couché à l'hôpital, on vient là, il faut les injections, il faut les perfusions. La vraie mort, c'est quand tu te couches, tu pars. Pas quand tu te couches, il faut encore dépenser, non. Voilà mes prières que dit chaque jour, Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faudrait chaque jour rendre gloire au Seigneur lorsque vous arrivez à pouvoir vous réveiller, parce que c'est important, c'est une grâce. Aujourd'hui, on pleure de plus en plus ceux qui nous ont quittés, et c'est pour cela également qu'il faudrait entretenir la bonne relation autour de vous, garder le bien-être, l'épanouissement, ne pas entretenir de l'intrigue autour de soi pour ne pas créer des AVC et des arrêts cardiaques. Parce qu'on ne mange pas la chair humaine, ça. Voilà, c'est ça. Le petit souffle, sinon, ça nous trompe. C'est petit comme ça.
Quelques messages, Megui, avant la revue des réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Donc, Charlie Oumi qui nous dit, pardon, laissez-nous avec ce pays, c'est Dieu qui nous garde. Ce pays est un distributeur d'AVC, milliards volés le matin, milliards volés le soir. On ne sait plus à quel sein se vouer. C'est vrai ça? C'est bien vu. Voilà. Donc, à propos de l'histoire du jour, Herman de Pumelon qui nous dit, je pense que dans le mariage, le dialogue est indispensable. Cependant, lorsqu'il y a un problème, la femme doit rester calme afin d'éviter une dérive et la colère de son homme. Absolument. C'est ce qu'on dit. Bon, alors, on va passer à un autre message qui nous dit... aujourd'hui, la bonne femme est devenue une chance, la faute à nos mamans. Je me dis qu'elles font du mauvais cœur à leur fille et ça détruit le Cameroun. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à ce sujet. Les mamans, je ne compte pas le nombre de fois où les mamans appellent les jeunes filles. Venez, la belle excuse aujourd'hui, maman, elle étudie. Maman, tu sais qu'on prépare l'examen. La fille n'a plus le temps d'être près de sa maman. Elle n'a plus le temps de venir écouter, de venir s'abreuver. Et combien de filles vont passer même le temps encore au village auprès de leur grand-mère? La grand-mère, le rôle de la grand-mère, c'est celle de n'avoir plus peur. D'où l'échec de la maman. Non, pas de la maman. Je pense que bon, va mieux vous éclairer. Je pense que peut-être que ce n'est pas nécessairement volontaire. C'est dû peut-être aux conditions de vie actuelles où les femmes sont appelées à se retrouver hors du foyer, contrairement à nos mamans qui avant restaient dans le foyer à longueur de journée. Maintenant, je crois que le téléspectateur a quand même raison parce que si vous, la maman, vous initiez vos enfants, ça se passe depuis le bas âge. Quand l'enfant n'a pas encore une certaine capacité à tenir tête aux parents, on lui inculque des valeurs et ça devient une seconde nature, ça lui colle à la peau. Que font les mamans d'aujourd'hui pour remettre leurs jeunes filles sur le droit chemin? Elles font 20% de ce qu'elles devraient faire. Voilà, donc le téléspectateur a raison. Il a complètement raison, 20% seulement. Donc elles sont en train d'oublier que leurs filles aujourd'hui, nos filles aujourd'hui seront des mères demain. Elles sont lancées dans une course, on ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est peut-être... Quand vous voyez une jeune fille aujourd'hui qui a donné naissance, qui berce son enfant avec ce morceau, j'ai envie de wang wang wang, j'ai envie de... Vous pensez que l'enfant qui va grandir va prendre quoi? La maman qui de l'autre côté appelle sa jeune fille pendant que la maman chante, au lieu que la jeune fille prête l'oreille. Vous avez suivi le... Comment on l'appelle? Non mais là c'est la faute à la maman. Edouard, Sam, excusez-moi, souffrez que je chute. L'enfant doit être curieux de savoir, maman, qu'est-ce que tu chantes là? La maman de lui dit, c'est une berceuse du village de ton père, c'est une berceuse du village de ta mère. Combien d'enfants aujourd'hui veulent causer même la langue? Lorsque la maman cause en langue, l'enfant le toque en français. Combien? Non, c'est la maman. Que la maman fasse comment? Mais attendez, comment moi je fais? Les enfants parlent, j'ai des amis en France, Sam, il y en a un qui a plus de 75 ans aujourd'hui. Ces enfants sont nés en France, ils parlent le bassa. Tous les Sénégalais, pour le peu que j'ai côtoyé, tous les Sénégalais nés en France n'ont jamais mis les pieds au Sénégal par le Wolof. Voilà, c'est une affaire d'éducation. Absolument, c'est nous qui nous sommes laissés emporter par la civilisation occidentale qui nous a envahis. Merci beaucoup, Megui. On prend la revue des réseaux sociaux, on reviendra avec le message bien après. Les réseaux sociaux à présent. Et voilà la revue des réseaux sociaux, justement la toile qui s'est vue animée par une vidéo qui a créé un buzz véritable et ceci concerne des stars de notre football national. Donc une vidéo qui fait le buzz et sur la toile dans laquelle Bernard Choutan, ancien lion indomptable, déclare en quelque sorte que Samuel Eto'o aurait jeté un sort à Désiré Joseph Désiré Job pour prendre sa place lors de la CAN 2000. Donc une déclaration largement réfutée par Samuel Eto'o qui a d'ailleurs commis une sortie sur son compte Instagram et les internautes, vous pouvez imaginer avec les fans de la star camerounaise Samuel Eto'o qui se sont sentis indignés par une telle déclaration. Alors, je voudrais rapidement préciser que l'interview que donne Samuel Eto'o, peut-être qu'on va le voir, non, plutôt Bernard Choutan, ressemble d'abord à une petite blague, c'est comme s'il s'amusait avec l'intervieweur, mais par la suite, on se rend compte que ça peut prendre des tournures assez sérieuses. Voilà. Lorsque Eto'o lui-même est obligé maintenant de réagir, et moi, bon, peut-être avant de regarder ça, je pense que c'était pas bien indiqué de sa part de réagir, mais bon, de toutes les manières, on va y revenir tout à l'heure.
C'était peut-être avec le concours de la réalisation, on aura cette vidéo-là. On avait fait déjà 3 matchs avec une équipe type, hein, plus ou moins. Sur le côté, je jouais. En avançant, on avait Patrick Mboma et Désiré Diop. C'était l'équipe type, tout le monde savait, hein, avant la compétition. Et tout, ils ne jouaient pas. Alors, on arrive au Ghana, la veille du tournoi. Ça dit 2 jours, le tournoi commence. L'équipe type, elle est prête. Hein. On dit le lendemain, dernière séance d'entraînement avant que la compétition commence. On arrive. On avait un rituel. Chaque matin qu'on arrivait, avant le petit déjeuner, on attendait tout ça à la réception. Et quand tu arrives, tu salues, tout le monde salue tout le monde, comme d'habitude. Alors on arrive, tout le monde était là, presque tout le monde était. Et tout, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça, il arrive le dernier. Il laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, il ne salue pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marqué ou quoi? On va au déjeuner, c'est normal nous. On arrive, on termine au déjeuner, 2 heures plus tard on va à l'entraînement. Tout le monde dans le bus, mais Diop il n'est pas là. Mais Diop il est où? Personne ne comprend. On attend Diop une demi-heure, donc on dit on va à l'entraînement, le médecin va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Alors, dans le bus, on se regarde tous. Et Patrick Mboma, lui, c'est un blanc. Samuel, oui. Qu'est-ce que tu as fait à Diop là? Il demande comme ça, à Blaga. Samuel dit, ben non, c'est n'importe quoi. Le lendemain, et je te promets, c'est Diop était titulaire. Il n'a pas joué la compétition du tout. Et toi a fini meilleur buteur. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Et on a un joueur qui est trop marrant, plus Jeffy. Ouais. Et alors, comme le même rituel, le matin, tout le monde est prêt. Pius, il laisse tout le monde, il vient vers moi, il m'étend la main. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi? Je veux jouer, moi. Je lui dis, mais on t'a envoyé ou quoi? Tu laisses tout ce monde. Non, on va d'abord saluer les autres, après tu reviens vers moi. Et c'était devenu quelque chose. Donc le matin, quand il s'est levé, et c'est ça, quoi. Et c'est ça, Samuel. Donc aujourd'hui, moi, je sais pas, mais je l'ai vécu avec Diop. Je te dis, Diop a fait toute la compétition, il n'a joué aucun match. Peut-être il était titulaire. Il est parti de là, il a perdu 5 kilos. Et Diop, il avait la mentalité européenne. Lui, c'est un blanc. Donc, quand on nous raconte, il dit, bon, ça va, c'est n'importe quoi. Mais à la fin, il a compris. Alors, petite précision également. Vous l'aurez remarqué, interview réalisée dans le cadre de nouveaux médias tenus, et on a reconnu les internationaux français, William Gallas, Emmanuel Petit et Franck Leboeuf. Alors, dans quelles conditions est-ce que l'interview a été... Quelle était la question qui précédait cette réaction? Et on voit Bernard Tutan qui est en train pratiquement de s'amuser. Ça fait rigoler. Est-ce que c'était dans une rubrique de gag? Mais il me semble bien que l'histoire est vraisemblable, puisque on avait déjà évoqué cela depuis 1998, même Charles-Amel Bachou, lors de la Coupe des Nations du Burkina Faso, avec les entraîneurs, le collectif d'entraîneurs, souvenez-vous, Jean Manga Ongene et Jean-Paul Akono. Alors, en 2000, puisqu'on raconte bien l'histoire de Ghana-Nigeria 2000, et Bernard Tutan, parce qu'il faut bien rappeler de qui on parle, Bernard Tutan qui était en train de parler, était un très bon attaquant camerounais également. Il réussissait à désarticuler les défenses, avec beaucoup de dribbles, il a joué dans le TKC de Yaoundé, et il était presque... on va dire, un des joueurs sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et Joseph Désiré Diop dont on parle, c'est un gars qui a grandi en France. Le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais, et il avait même été question qu'il puisse jouer pour l'équipe de France. Il y avait beaucoup de négociations à l'époque et il avait opté pour le choix du Cameroun. Son père l'a convaincu pour jouer pour le Cameroun. Et lorsqu'il rentre dans cette sélection du Cameroun-là, on ne comprend pas, malgré tout son talent, il n'a pas pu être titulaire. Parce que c'était vraiment la coqueluche de l'attaque du Cameroun. Et les gens l'appelaient mademoiselle. Voilà, tu vois pourquoi les Camerounais aiment dénigrer les gens? On l'appelait mademoiselle. Voilà. On désirait l'ami des mathématiques petit pôle. Mathématiques des petits pays. Alors, tu vas revenir, tendance. Je voudrais que Charles Amel réagisse d'abord. Tu vas revenir. Sam Sevena, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que on se rappelle que dans les années 70, 80, 90, ce type-là, d'un joueur qui est rentré dans l'histoire et qui est rentré dans l'histoire, Megui, et qui avait la particularité d'être très régulier chez les Indiens et dont la spécialité était de tordre les jambes de tous ses potentiels remplaçants. Je ne vais pas le citer. Alors, c'est qu'il s'agit de qui? Il est vivant encore, ça. Il est vivant. Il avait la coutume de tordre les pieds. Donc, chaque fois, il aimait offrir les godasses. Lorsqu'il arrivait à tous ceux qui pouvaient le remplacer, il offrait les godasses. Donc, aujourd'hui, qu'on se retrouve à dire, c'est légitimer tout simplement que ce qu'on disait il y a 10-20 ans, la sorcellerie existe. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, on décriait... Ça existe dans le football. Je dis ça existe. Je dis ça existe parce que j'ai assisté un jour à Baham
j'ai assisté un jour à Baham, certains joueurs qui sont arrivés, on a ressorti le corps d'un créateur d'une certaine équipe, dont je ne cite toujours pas. Et bien, le cas de on dit qu'on lui a fait quelque chose pour son pied. La Coupe de la Confédération. Ça existe, Sam, ça existe. Je suis Bantou. Je suis Bantou, ça existe. À côté de l'achat des places. Non, je dis à côté de l'achat des places, il y a la volonté de, pas de tuer, mais de freiner. Dans ce registre également, on a souvent cité Nicolas Nkoulou, le défenseur, qui aurait souvent été aperçu quelque part chez les Pygmées. Bon, alors, comment vous pouvez même peu donner la diarrhée quand même? Je m'interroge sur toutes les fois. À moins que la moyenne de main était compliquée, quand il a arrêté le beignet pour manger, c'est là où la diarrhée. Bon, on dit que Patrick Boma a demandé à Eto'o, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, un job. Alors, le moment va nous dire vraiment, avec tout ce qu'on lui connaît, si ces choses-là existent dans le football. Cette histoire. Ces choses-là existent dans le football. Sam, 2010, je vous prends un, bon, vous les appelez marabout. Un marabout kenyan a dit à Mondovision que c'est lui qui donnait les Coupes d'Europe à José Mourinho. Et José Mourinho venait voir celui-là même présenter les télés, les télévisions. Donc à ce moment-là, pourquoi José Mourinho ne l'a pas dit? Bon, je ne suis pas pour le cas de Diop et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais, j'ai Est-ce qu'on appris peut ça. penser, posons-nous les bonnes questions, vraiment sans langue de bois, est-ce qu'on peut penser que tout le talent de Samuel Eto'o aujourd'hui, tout ce qu'il a pu engranger à travers le monde jusqu'en 2017, il est toujours au sommet de la gloire, hein, ne l'oubliez pas. Est-ce que cela procède de quelques pratiques mystico-religieuses au Cameroun ou bien en Afrique? On ne peut pas être au toit du monde sans passer par des chemins spirituels. Ça fait pas Donc, trop je ne sais pas. Dites-moi un seul. Je vous dirais que ce soit Barack Obama. Bon, vous allez prouver écoutez comment. bien le moment. Bon, Allez-y, attendez. voilà. Quand vous dites gloire à Jésus, vous priez de Dieu que demain vous êtes guéri. Vous pouvez prouver ça comment? D'accord. Moi j'ai bien compris. Vous pouvez prouver ça comment? Il y en a un que j'ai vécu comme ça, j'ai ri. Je pense que ça devait être en 96-97. Il s'appelait Romarin Bilong. Il joue à Lyon en France. Camerounais. Il prépare un doctorat en économie. Il est approché par son cousin qui s'appelle Jacques Songo. Il l'amène ici. Romarin Bilong veut jouer. Il est allé là. On lui a dit, bon, est-ce que tu t'es préparé? C'est Songo qui lui dit, puisqu'il était venu en retard. Il lui dit, non, bon, je m'en pas. 5 minutes avant, le genou a gonflé. Juste 5 minutes avant. 5 minutes Alors, avant. il y a beaucoup de jeux comme ça. Et quand il reste au banc de touche, il retrouve ses sens. On le met. On le place sur le terrain. La première passe, qui est titulaire à Lyon, la première passe qu'on lui fait, le genou bloque. On demande, non, ça existe, la magie, mais on ne peut pas dire que la magie, ou alors ne peut pas, comment je vais dire, rajouter le talent. Mais ça t'encadre, ça te donne une certaine couverture pour faire éclore ton génie et ton talent maintenant. Le talent y est. déjà. Donc la magie n'ajoute pas le talent, mais ça t'encadre. Ce que vous appelez Bon, magie maintenant, et pourquoi tout. certains réussissent-ils dans ce registre-là? Parce que même le nom de Manuel Mabouan-Kessaka a souvent été cité. Parce qu'on est vraiment dans le déballage aujourd'hui. À travers cette histoire, il va falloir qu'on ait toutes les bonnes... Voilà, en une minute, je vais vous répondre. Oui. Bon, quels sont des prêtres qui sont en mesure de faire autant de prières que le Père Hebga? Ils ne sont pas nombreux, mais tous sont des prêtres. Et quels sont ceux qui se lancent dans l'exorcisme? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas n'importe quel prêtre. Alors, au début de sa carrière à Douala, Samuel Eto'o, joint à Avenir de Douala, avait quand même eu une belle fréquentation de quelqu'un qui était très spirituel ici. Vous connaissez de qui je parle? Bon, Absolument, son président de l'époque, je ne citerai voilà, pas très ici. bien. Voilà. Tendance. Mais ce que tu t'en viens de Vous dire là, dites qu'on peut pas la langue de bois, vous ne citez pas. Citez les noms. Son président, c'était qui a venu. C'est vous, vous avez dit qu'on ne cite pas. Et ça me regarde, mais on parle comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Nous sommes tous africains, camerounais. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne mange pas la chair humaine. Ce que tu t'en dis là, il va nous prouver ça. Parce qu'on a tellement dit les choses de Samuel Eto'o. Quand il ne marque pas, on dit qu'on a tué son chat à Nebel. Non, Toutan n'a pas dit que Eto'o a fait la Moi, magie. dans ma tête, c'est comme Il a dit, il s'est dit qu'on a blagué. Il s'est dit. Il Il n'a s'est pas dit. dit. Il n'a pas dit. Justement, c'est les blagues. Oui, mais justement, les réactions sont partagées sur la toile parce que quand on suit justement l'intégralité de cette émission, on se rend compte qu'en fin de compte, à une certaine partie, Bernard Toutan fait des éloges à Samuel Eto'o, ce qui pourrait
pourrait amener les gens à penser que voilà, c'était pas mal intentionné. Alors pourquoi aujourd'hui Samuel Eto'o se sent-il obligé de réagir? C'est ça le problème. Parce que je pense que on a découvert la partie là. On a envoyé à Eto'o. Comme les gens connaissent, dit que tel X a dit que Charles Armel a dit que. Ça veut dire que Samuel Eto'o est mal entouré au niveau de son marketing, de la communication. S'il a été obligé de dire un seul mot autour d'une histoire de joueurs qui s'amusent sur un plateau, je crois que voilà, il a réagi de façon virulente. C'est ce que vous dites souvent, que les vestiaires sont pollués. Qu'est-ce qu'il amène? Il a trouvé tout le temps à l'équipe nationale. Parce qu'à l'époque, Job intègre l'équipe nationale en 98. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Omam qui fait tout pour que Job l'intègre. Il était même classé comme le représentant, le remplaçant de Omam, la Coupe du Monde 98 en France. Pourquoi donc lui, il trouve son aîné tout le temps? Il aurait dû l'appeler. Et lui dit que, mes gars, j'ai appris que... De toutes les façons, on est dans le coup, et comme vous nous le dites souvent, même pour le cas de Charlotte Dipanda, récemment, vous l'avez dit, M. Mbachou, en Afrique, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ces histoires de maraboutage autour des footballeurs peuvent être avérées en partie. Maintenant, nous sommes à la télévision, on ne peut pas affirmer des choses de façon péremptoire. Donc, à vous de vous faire une idée. Il y a Roger Fetmba, un ancien international camerounais de la Coupe du Monde 90, ancien de l'Union de Douala, qui, réagissant sur Equinox Radio ce matin, a déjà indiqué que la sortie de Chutang était malheureuse parce que les choses des vestiaires doivent rester dans les vestiaires. Ça veut tout au moins dire aussi qu'il y a des choses des vestiaires. Voilà, il y a des choses des vestiaires, des choses très compliquées dans les vestiaires, qui ne sont lâchées que parfois lorsque certains joueurs atteignent le degré d'ivresse. Voilà. Vous parlez des lions, mais vous avez oublié Guy Fotine. Donc la prochaine information qui concerne un avocat au barreau du Cameroun en la personne de Maître Nguini qui aurait donc menacé de se suicider par immolation. Voilà, par immolation. C'était mardi dernier, le 20 juin 2017, à Douala. Donc, il a été sauvé par je crois, le procureur voilà, de grande instance du Vouri, du tribunal de grande instance du Vouri, qui l'a dissuadé de commettre ce geste-là. Donc, il dénonce une injustice faite à lui et son client, un investisseur étranger, et il dit que il voulait se suicider parce qu'il s'est senti bafoué dans son honneur et parce qu'il a senti le Cameroun bafoué justement dans son honneur. Alors, l'image que nous avons, c'est juste après qu'il ait été sorti de son véhicule de marque ML Mercedes dans lequel il s'était barricadé après avoir verrouillé toutes les portières. Avec un bidon d'essence et il avait déjà un bidon d'essence et des allumettes. C'est vrai qu'Equinox a relayé cette information. Alors, vous nous rappelez d'abord, Mbombo, qui est Maître Alain Nguini aujourd'hui, le frère ou l'autre? C'est un avocat au barreau du Cameroun, mais surtout, il est le fils du premier président de la Cour suprême, Marcel Nguini. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ça. Un président, un fils du président, un ancien président de la Cour suprême, dont la haute juridiction du pays, qui se lance dans une telle aventure, c'est que c'est sérieux. Et moi, je partage son point de vue, Sam. Ça revient à ce que nous raconte souvent le professeur Messanga Nyamding. C'est sûrement qu'il existe, ou alors il se prépare un coup d'état scientifique contre, par exemple, Paul Biya. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il fait que le président Biya vous dit, moi, je veux que les investisseurs étrangers arrivent ici. Un investisseur étranger arrive, il met sur le carreau près d'1 milliard de francs pour mettre en place une entreprise qui va employer les Camerounais. Et on s'arrange à ce que non seulement l'entreprise ne prospère pas, mais on fait des problèmes à cet investisseur au point de partir. Et il a un conseiller juridique qui s'appelle Maître Nguini, qu'on ne suit pas. L'homme, il est avocat depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire, il engage pour parler des actions, on ne lui répond même pas. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le charge du procès, des magistrats, ne lui répondent même pas. Donc, quelle est la faute à la justice camerounaise? La faute à la justice camerounaise, voilà. Absolument, absolument. Moi, je soutiens son acte, en réalité. Bon, très bien. Alors, il faut dire que c'est, moi, je suis Maître Minou Sterling qui lance d'abord l'appel à toute la confraternité, n'est-ce pas, des avocats, en disant c'est grave du côté du port, je pense bien que Maître Nguini veut simuler, c'est grave, essayer de le ramener à la raison. Sinon, j'essaie un peu de rentrer et je tombe sur les informations justement que nous a livré là le Mbombo d'un monsieur qui est scandalisé du fait qu'il ramène un investisseur et que sur tous les plans, c'est des arnaques, c'est des anicroches, c'est des coques en jambes. Il ne parvient, il ne comprend justement rien. Et ni alors, est-ce qu'il était vraiment prêt à aller au bout de son Absolument. Il était prêt à aller jusqu'au bout. On a même éventré le coffre-fort. Regardez.
Regardez là où on en est. Et lui, avocat, conseiller technique et juridique et d'un entrepreneur, il vous dit, voilà, on fait le constat, mais on ne poursuit plus des enquêtes. Non, il faut dire, Sam, c'est vrai que c'est l'extrême réalité de ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, il a encore, pour la énième fois, par après toutes les différentes personnes qui sont passées, mis au devant de la scène l'ensemble des individus qui tapissent dans l'ombre. Malheureusement, la lumière est déjà en train d'aller les trouver, là ils sont dans l'ombre, qui essaient de freiner l'avancée de ce pays. Ils sont nombreux comme ça, qui freinent. J'espère que ce procureur qui s'est saisi aura aussi la Cour de France. Espérons que dans l'ombre encore, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui sera au fond de la salle et qui va... tendance. Apprenez à nous écouter ici au Cameroun qu'on a les problèmes. Moi, je me suis dépassé, Sam. Un avocat, non, ce sont les avocats qui donnent les conseils aux gens. Comment il va aller s'immoler? S'immoler, ça veut dire qu'on veut se tuer. Non, bon. Oui, oui. C'est brûlé même, hein? Donc c'est quelque chose il de a dit, tragique. en réalité, il a eu la vie sauf parce qu'il terminait sa prière. C'est-à-dire que sur 10 secondes après sa prière, le procureur aurait trouvé la voiture en qu'on arrive en jusqu'à flamme. ce niveau-là, pardon. Un geste insolite de la part d'un avocat justement qui dénonce l'injustice sûrement faite par l'organe judiciaire voilà, du pays. C'est assez insolite. C'est assez insolite. Voilà, on termine donc par la dernière. Voilà, on termine donc avec cette dernière information à propos d'Ibrahim Bello. On se rappelle ce jeune Camerounais dont les images ont défilé sur la toile il y a quelques mois encore, qui ont suscité l'horreur, la consternation au sein des populations. Voilà, donc qui serait actuellement encore retenu ou plutôt confisqué au sein de l'hôpital central de Yaoundé, alors que la phase opératoire du jeune Ibrahim Bello est déjà achevée et que les blessures ont cicatrisé. Il séjourne encore dans les locaux de haut standing de l'hôpital central, ce qui bloque voilà, le processus de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle du consortium des collectifs Sauvons des vies et plus jamais ça, avec les fonds collectés auprès des bienfaiteurs. Donc les internautes se demandent qu'est-ce qui a été fait justement de ces fonds-là, et surtout que apparemment l'hôpital central aurait pris la décision de prendre en charge justement il y avait une instruction de la plus haute hiérarchie qui avait demandé à ce que tous les frais, c'est-à-dire soient pris à la charge de l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui avait pris. Je pense que le ministère de la Santé avait intervenu et je pense qu'il y avait certaines personnes au niveau de la présidence qui avaient vraiment instruit pour qu'on puisse le prendre en charge. Alors, est-ce que c'est la question de fond qui avait été allouée par les internautes qui a été mal gérée, ou c'est le fait que la prise en charge totale n'ait pas été encore réglée par l'État? Point d'interrogation par tous ceux qui ont exigé la prise en charge. Je crois que c'est à ce niveau, à mon avis, que se situe le problème. Tendance. Oui. Quand je vois l'image de l'enfant là, je n'ai même pas envie de parler parce que les mots me manquent. Est-ce qu'il parvient déjà à parler comme la dernière fois il ne parlait plus là? Est-ce qu'il fait les signes? Est-ce qu'il parle? Mais qui parle? Bien sûr, il parle. Il avait retrouvé. Parce que l'enfant a eu un traumatisme. Quand je regarde les images, j'ai envie de couler les larmes. Mais je ne peux pas pleurer parce que pour le moment, il peut parler, il peut manger. Je crois qu'il y a matière à pleurer. Tendance, on va sortir de cette information. Il y a eu la catastrophe ferroviaire dont on n'a pas toujours fait le total inventaire. Il y a eu plus récemment donc l'assassinat présumé de Monseigneur Jean-Marie Benoît Ballard, dont on attend toujours les premières constatations qui devraient être faites par le parquet de Yaoundé, la cour d'appel plutôt, qui suit de près cette enquête-là, et malgré les appels incessants, y compris de l'épiscopat. Et voici à nouveau le cas d'Ibrahim Bello qui revient à la surface. Donc on est dans une atmosphère assez difficile à supporter, avec toutes ces nouvelles tristes, mais qui ne trouvent pas de solutionnement au final. Il va quand même falloir qu'un jour tout cela s'arrête, qu'on aille au bout des procédures, que pour le cas précis d'Ibrahim Bello, le ministère de la Santé puisse se sentir particulièrement préoccupé et concerné et nous sorte de ce type de choses qui ne nous font pas honneur à travers le monde. Merci beaucoup, madame, pour cette autre revue des réseaux sociaux. C'est moi qui vous remercie. À présent, on prend la suite, c'est avec interpellation. Pour le développement et le progrès dans notre pays, nous voudrons que nos enseignants, nous constatons que nos enseignants ont des connaissances, mais la façon de transmettre ces connaissances est tellement difficile. Et pour améliorer ce problème, les enseignants vont avoir une pédagogie professionnelle pour améliorer leur façon de faire face à la profession d'enseignement. Oui, les enseignants, oui, l'interpellation, oui.
Pardon, Sam? Excuse-moi. Interpellation. Vous étiez encore plongé dans votre revue. Bombok Bégan, vous avez bien suivi l'interpellation. Je ne suis pas sortie de ma revue, excuse-moi. Non, la compatriote nous interpelle toujours sur, comme je vais dire, notre orientation globale au Cameroun. C'est des sujets qu'on aborde ici, du moment où on laisse les compatriotes abandonnés à eux-mêmes, alors qu'il y a une caste qui s'enrichissent, qui tiennent le bout du pays. Oui, tendance à votre... Oui. Qu'on ne nous abandonne plus, pardon, écoutez, nous souvent dans les quartiers. Donc, si je vais parler, ça va remplir la liste du bac Sam. Mon pays a trop de problèmes, je ne sais même pas pourquoi. C'est comme si moi-même, quand je parle, je prêche dans le désert. Donc, quand il parle là, je prêche dans le désert, vous ne comprenez rien. On a trop de problèmes, donc apprenez à nous écouter. Respectez-nous comme nous vous respectons. Voilà. Donc aidez-nous à vous aider. Maintenant, Sam, je peux parler? Oui, vas-y, Meggy. Oui, je n'étais pas sortie de ma rubrique, tout à fait. Donc, je veux dire que oui, on interpelle justement les dirigeants à avoir de la compassion, vraiment, de la compassion envers le reste des Camerounais qui se meurent, qui souffrent, voilà, dans vos fonctions diverses. Essayez de penser aux populations et puis faites moins de dégâts quand même. Voilà, nous allons maintenant aller accueillir l'un de nos invités promo, puisqu'on parle de la célébration des 25 ans du lycée technique de Nilon à Douala. Et nous avons la chance et le bonheur d'avoir son principal dirigeant, le proviseur M. Ndoumé Guillaume, qui est parmi nous ce matin dans cette édition du Zénith. Bienvenue, bonjour monsieur le proviseur. Bonjour monsieur, bonjour les panélistes. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ok, très bien. Donc on va rappeler que vous êtes là ce matin dans le cadre de la série de festivités que vous organisez donc à l'occasion de la célébration de vos 25 années. Commencez donc bien par nous présenter le lycée technique de Nilon de Douala. Oui, merci de l'occasion et de l'opportunité que vous me donnez pour faire connaître l'établissement dont j'ai la responsabilité. Je m'appelle déjà Ndoumé Guillaume, je suis le professeur du lycée technique Nilon. Le lycée technique Nilon, qui aujourd'hui connaît le nom du lycée, était d'abord CETIC, créé et ouvert en 1991. C'est un établissement d'enseignement technique, industriel et commercial. Au départ, CETIC, il était créé avec deux sessions. Une session industrielle qui avait pour rôle de former les élèves en maçonnerie, en menuiserie et en installation sanitaire, avec le parcours, avec le diplôme de sortie, le CAP industriel qu'on appelle le CAPI, et la session commerciale qui avait aussi pour rôle de former les élèves en ESCOM, qui veut dire employé des services comptables, et en CEBU, secrétariat bureautique. Depuis 2006, cet établissement a été érigé en lycée technique. Et on a ouvert d'autres spécialités au second cycle qui sont pour le secteur industriel, la F4 et la F5. F4 qui veut dire génie civil, la F5 qu'on appelle vulgairement les frigoristes. Alors, allons-y rapidement au pas de course, monsieur le proviseur, parce que nous devons rester dans les temps. Vous parlez des 25 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est devenu lycée depuis 2006 seulement, je crois. 2006. Voilà, donc maintenant, les 25 ans, ça rentre bien plus en arrière. Ça part du jour de la création de l'ouverture jusqu'en date d'aujourd'hui. C'est l'année scolaire 2016-2017. Pourquoi donc avoir choisi de célébrer ces 25 ans? Qu'est-ce qui vous motive essentiellement? En fait, les motivations sont énormes. Premièrement, nous voulons faire connaître au public l'existence de cet établissement parce que l'établissement en lui-même est dans une zone enclavée, une zone de recasement appartenant à l'arrondissement de Douala 3e. Nous voulons faire connaître cet établissement avec des nouvelles spécialités que nous avons aujourd'hui. Et nous voulons, le principal but de cet anniversaire est de tendre la main aux partenaires, aux mécènes, aux entreprises citoyennes et aux opérateurs économiques pour que l'établissement puisse rayonner davantage.
Très bien. Alors, quelles seront donc les articulations autour de cette célébration? Oui, les articulations autour de cette célébration, déjà le 9, nous avons eu un point de presse suivi d'une conférence qui avait pour thème le lycée technique de Nilon, les enseignements de seconde génération, mythe ou réalité. Après le 18, nous avons eu une marche sportive. Le 23, donc, après demain, nous allons célébrer l'excellence scolaire. Et la fin... Et le clou de la cérémonie, c'est quoi? Le clou de l'opération elle-même? Le clou de l'opération, en réalité, comme vous le dites, demain nous allons célébrer l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est pour nous faire connaître, pour distribuer les prix, pour montrer aux partenaires sponsors que le lycée technique a besoin de soutien, puisque aujourd'hui, le cheval de bataille de notre hiérarchie, vous le savez, c'est le cheval de bataille de notre hiérarchie aujourd'hui, c'est les enseignements de seconde génération. À travers cette distribution, nous allons expliquer à nos partenaires, à la communauté éducative, aux élèves, aux apprenants, tant pour moi, pas des élèves, aux apprenants, que la professionnalisation est bien et belle en marche au lycée technique de Douala. Très bien. Alors, monsieur Doumé Guillaume, proviseur du lycée technique de Douala-Nilon, dites-nous, c'est quoi les enseignements de seconde génération? Oui, les enseignements de seconde génération, cheval de bataille de notre ministre, notre hiérarchie, consiste à ramener plus proche les enseignements. D'abord, la professionnalisation. Ça veut dire la professionnalisation. Ça veut dire former les élèves en fonction des réalités locales. Aujourd'hui, pour la petite histoire, aujourd'hui, nous avions une convention avec le JICAM qui doit venir en appui aux établissements moyennant la réduction des impôts. Seconde génération, pourquoi? Parce que en date d'aujourd'hui, notre hiérarchie voudrait que dans des zones spécifiques, que soient formés les apprenants en fonction des besoins locaux. Très bien. Alors, on est arrivé à la fin, donc on retient pour l'essentiel que le clou des manifestations, c'est pour demain, et que vous célébrez vos 25 ans au lycée technique de Nilon-Douala, en partenariat avec les différents soutiens qui vous viennent en aide pour ce cas. Merci, monsieur Doumé Guillaume, proviseur, d'avoir accepté de passer nous parler de cet événement. Oui, je vous remercie, mais avant de partir, permettez-moi de dire merci à tous nos partenaires, plus particulièrement à DAS qui nous a toujours soutenus, les Simancam, les Bacheliers du Cameroun, la liste est exhaustive. Que tous nos partenaires se sentent à l'aise, nous passons à eux et c'est leur fête. Merci beaucoup, merci, c'est terminé. On va prendre la suite de ce programme en intégrant les autres messages que nous avons reçus avant de recevoir le deuxième partenaire et aller vers la fin de cette émission qui se clôture, comme vous le savez, par la critique du jour. Donc, quelques autres messages. Voilà, donc Anne, depuis Locpom, qui nous écrit, elle nous dit que le Seigneur, en érigeant l'homme en chef de famille, aurait dû lui donner des armes en dehors de la force des muscles, car certains chefs de famille tirent toutes celles-ci vers le bas, malgré les conseils de leurs épouses qu'ils n'écoutent pas. Quand on tombe sur un homme vaniteux, c'est lui qui ne garde aucun secret. Absolument. Elle a raison, s'il en existe également, effectivement. Et ces hommes-là, leur comportement est condamnable, madame. Voilà. Donc, pour une fois, bon, j'ai eu peur que... donc, un autre message qui nous dit que nos agents travaillaient avec conscience professionnelle avant, rectitude morale et assiduité au travail, comme cet agent du barreau du Cameroun pourra émerger un jour d'autres agents. Merci, c'est Laurent depuis PK14. Mais n'oublions pas qu'on est au Cameroun, hein, parce que si ça retourne contre lui, on pourrait lui dire que le code pénal condamne le suicide. Vous avez tenté de vous suicider. Justement. Et c'est là précisément où ça va poser le problème. Et il pourra donc nous amener comment certains de nos compatriotes
procède par des manipulations. Vous dites que le code pénal condamne le suicide. On a failli avoir un cas de suicide de la part d'un homme de droit, mais vous étiez tenté de le soutenir. Pourtant, c'est une action condamnable. Je le soutiens, je condamne, mais je sais comment fonctionne le pays. Mais il aurait pu en mourir, maître Alain Guéni, quand même. Je ferais la même chose à sa place. Mais je sais que, connaissant le pays, je sais que les gens peuvent retourner sans contre nous. Je continuerai à la soutenir. Voilà un autre message qui nous dit cet avocat aime-t-il trop les étrangers? Ne voit-il pas les injustices dans tous les coins du pays? Qui lisent les documents sur la colonisation? Les Camerounais sont victimes de l'injustice toutes les secondes. C'est non Guéné qui Alors, disons qu'il a dit, Charles Hamel, que ce n'est pas une affaire d'argent. En réalité, son acte pouvait servir parce qu'on a vu le printemps arabe est parti de la Tunisie à la suite d'un acte pareil de quelqu'un qui s'est immolé, et on a vu tous les changements que ça a pu susciter. Donc quelqu'un peut se donner un sacrifice comme ça pour faire bouger, puisqu'il a tout essayé, tout tenté. On dit on veut les investisseurs étrangers qui arrivent. Maintenant on parle des APE, de tous ces étrangers qui viendront investir au Cameroun. Quelqu'un vous amène 1 milliard qui peut permettre de booster l'économie et de lutter contre le chômage. Vous ne faites rien du tout. Il repart avec son investissement. Voilà. On va jusqu'à forcer son coffre-fort. Je crois quand même, Sam Sévérin, que nous au Cameroun, nous poussons parfois la bêtise un peu loin. Nous poussons la bêtise parfois très loin, sans se rendre compte même des désagréments que cela peut causer à multiples niveaux. Je prends le cas de celui-là qui se bat déjà, qui fait des efforts physiques pour aller rencontrer l'investisseur. Il faut discuter, il faut échanger, il faut dépenser même financièrement pour convaincre l'investisseur. L'investisseur arrive pour avoir toutes les garanties nécessaires. Il réussit à avoir les garanties nécessaires. Lorsqu'il faut passer à la phase d'application, il se rend compte de toute la défaillance du système. Que va penser d'abord l'investisseur du Cameroun, de la composante du Cameroun, la composante administrative du Cameroun? Que va penser l'investisseur par rapport à l'homme qu'il a amené? Je pense qu'il fallait absolument qu'il fasse la c'est là qu'il faut soutenir plutôt les bons côtés des accords de partenariat économique qui représentent le démantèlement des frontières permettra à ce que vraiment on puisse avoir des gens qui viennent de l'étranger nous apporter de la plus-value dans notre économie. Mais effectivement non, puisqu'on ne procède pas par le transfert de technologie, on vient nous envoyer les poulets défractés ici et tout. Non, mais voici que quelqu'un est venu vous investir et il est reparti. On doit changer de régime et de système de gouvernance au pays. C'est pour ça que je suis dans la campagne de 15 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il va saboter le Cameroun. C'est ce que je ne voulais pas entendre. Qui va partir, on va prononcer le nom du Cameroun, il va dire que c'est un pays, ça. Je ne voulais pas entendre ça. Un message peut-être insolite, s'il te plaît. Oui, le tout parce qu'on a... Oui. Dans le foot, la sorcellerie est là, car comment un joueur peut marquer à 35 mètres du goal un coup franc avec un ballon de plus d'1 kilo? Ça, c'est la sorcellerie. Très bien. Merci beaucoup. On prend tout de suite Africam Shopping Complexe International. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. On va aller avec vous parler d'Africam Shopping et de tous ces produits de dégraissage, mais aussi de massage. Simone Coco, bonjour. Bonjour Sam Sévérin Ango et bonjour à tout le palais, tout le plateau. Et bonjour à toutes les belles personnes qui nous regardent de l'autre côté, à qui d'ailleurs on a énormément de choses aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs. On décide donc de continuer, de poursuivre notre campagne de lutte définitive contre le surpoids. Être rond c'est bien, mais quand c'est déjà un peu trop là, c'est plus du tout bien. Alors on va commencer sur ce plateau aujourd'hui par nos produits consommables de dégraissage. Il s'agira bien sûr du Slimming
Slimming Capsule pour toutes les personnes qui ont bel et bien envie de brûler la graisse sur tout le corps. Voilà, travailler la graisse sur toute la généralité du corps. Le Slimming Capsule vous y aidera normalement à travailler toutes les graisses sur tout le corps. Alors vous savez, parfois les personnes, lorsqu'elles sont en train de marcher dans la rue, lorsqu'il s'agit d'une jeune femme, on peut venir à demander, maman, est-ce qu'il faut déjà qu'on apprenne l'eau minérale? C'est pour combien de temps? Quand c'est un homme, on dira, vu que ta femme a refusé de porter tes enfants, maintenant c'est toi qui les portes. Tout simplement parce qu'au niveau du ventre, voilà, il y a une masse énorme, il faudrait bien sûr s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il faut donc prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Pour se débarrasser de cette graisse excessive au niveau du ventre, vous n'aurez qu'à prendre notre Quick Slim, ce magnifique programme qui permettra ainsi de broyer, d'écraser la graisse contenue au niveau du ventre. Manger également à longueur de journée aide également à une prise de poids. Et justement, pour réguler normalement votre alimentation, vous aurez besoin de notre Relacor qui jouera ainsi le rôle de coupe-faim et qui permettra ainsi de réguler normalement votre alimentation, vous empêcher de manger à longueur, tout et de rien tout au long de la journée. Une fois donc que ces graisses sont broyées, une fois qu'elles sont écrasées, elles ne sont pas extraites du corps, elles sont encore bien présentes et à ce moment elles deviennent nocives. Pour les éliminer donc définitivement, pour vous en débarrasser complètement, vous aurez besoin de notre délicieux Slimming Tea qui viendra ainsi évacuer de manière complète toute la graisse brûlée au préalable et permettre également de vous protéger des peaux qui pendent. Voilà, quand vous marchez, la peau qui balance là parce que la graisse qui occupait la place n'est désormais plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Slimming Tea permettrait également de tonifier et de raffermir votre peau. Il s'agissait là des produits bien sûr consommables, les quelques-uns que nous avons apportés sur ce plateau, mais il y en a toute une large gamme dans nos différentes structures. On poursuit donc avec les produits non consommables. On parlera du Slimming Gold Gel qui sera utilisable par tous et par toutes, pour les femmes ton déjà fines qui auront juste besoin de raffiner certaines parties du corps, que par des femmes déjà de forte corpulence, mais elles, attention, elles devront l'associer à notre SR Hot Shaper. Le Slimming Gold Gel lui devra bien sûr réduire les acides gras et permettra ainsi de vous débarrasser de la graisse. On passe à notre magnifique ceinture qui a deux surfaces. La première qui est externe, la seconde qui est donc interne et qui fera tout le travail. Vous voyez donc ces petites boules-là, c'est tout simplement de l'infrarouge qui, au contact de votre peau, produira un effet de chaleur. C'est cette chaleur-là donc qui brûlera toutes les graisses contenues, alors comprimées au niveau de votre ventre. Vous pouvez retrouver tous ces produits dans nos différentes structures. On passe à notre Smart Wondercore, un produit... Alors, voilà, un matériel de sport. Vous pourrez faire le sport le matin avant d'aller au travail ou le soir avant de vous coucher. Il permettra non seulement de travailler vos bras, voilà, vous faire de beaux muscles, de travailler également le ventre pour des personnes qui ont pas mal de graisse au niveau du ventre. Il permettra justement de vous débarrasser de cette graisse-là. Et au niveau des cuisses, au niveau également des pieds pour raffermir, en fait, pour vous faire un corps tout simplement musclé ou des formes de guitare pour les dames. On passe directement à notre produit de massage, le seul qu'on a porté, mais rassurez-vous, il y en a toute une large gamme. African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Il s'agira du dauphin masseur qu'on a surnommé chez nous le petit poisson intelligent. Intelligent parce qu'il permettra justement de lutter contre les courbatures. Les personnes qui ont des problèmes de rhumatisme, il sera très efficace. Il permettra également de lutter contre les maux de rein et des personnes assez coincées. Voilà, après le travail, c'est pas très évident. On est tout contracté. Il permettra de vous décontracter parfaitement. Même une grand-mère qui peut utiliser votre produit, maman. Parce que ma grand-mère tous les jours crie le rhumatisme, non rhumatisme. Justement, tendance, justement, pour gagner encore des points auprès de la belle maman ou encore du beau papa, cet appareil est adapté parce que vous savez, quand on est déjà vieux, on souffre des problèmes de rhumatisme, on a mal aux articulations. Il permettra ainsi de détendre toutes ces différentes parties-là. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver à African Shopping Complex International. Et rassurez-vous, c'est un accueil chaleureux qui vous attend. Des hôtesses vraiment magnifiques. Alors, localisation, localisation rapidement, monsieur Sam. Nos années d'expérience, je parle d'elle, même 25 ans déjà au Togo, 15 ans à Lomé, 15 ans au Bénin, autant pour moi. Et déjà 5 ans au Cameroun. Nous sommes localisés au Cameroun, à Douala, à la BPCT SIC, derrière la Totale, en face à l'église catholique paroisse Christ Roi. Et ainsi également les coûts d'accès pour
passer ou encore pour avoir plus en plus d'informations sur les différents produits ici là, on va pouvoir avoir la localisation exacte pour nous retrouver sur place. Vous avez le 677 42 11 00, également le 676 70 31 24. Passez chez nous et vous serez certainement satisfait. Voilà, merci. C'était Simone Coco accompagnée de Corinne pour nous parler des produits African Shopping Complex International. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci. On va aller vers la fin de ce programme. Petite information quand même, hein, ou alors grosse information, ça dépend de comment vous la prenez, concernant toujours l'église évangélique du Cameroun. Chacun va en dire un mot sur ce plateau parce que hier, il y a eu un nouveau grabuge, manifestation à la paroisse du centenaire de Douala, au Cameroun, de la part d'un groupe de fidèles qui sont venus interrompre l'organisation de ce qu'on appelle là-bas la pastorale, qui devrait regrouper quelques congrégations relevant de la région synodale du littoral. Il y a toujours en fond et en filigrane la contestation de la dernière élection de M. Jean-Samuel Ndje Toya à Ngaoundéré. Ce dernier persiste et signe, il ne partira pas, et ce malgré même l'intervention de l'autorité administrative qui était encore représentée hier avec beaucoup de forces de l'ordre. On est parti pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour être solutionner ce problème, Charles Amel Bachou, finalement? Moi, je dirais, Sam Sévérin, que l'Église évangélique est en train de nous démontrer que Dieu n'est plus avec elle. Dieu les a abandonnés et qu'aujourd'hui, à leur sein, milite une autre force occulte, excusez-moi de vous le dire, pour la simple raison que vous ne pouvez pas vous retrouver tous les jours à prêcher le bien, prêcher le pardon, en disant qu'avant de parler, il faut retourner sa langue 777 fois x 7. En disant que l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus est mort, c'est parce qu'il a accepté porter nos péchés et pardonner. Et que vous vous retrouvez aujourd'hui à éviter la question de pardon, à éviter la question de discussion. Pour vous, il n'y a pas besoin de discussion. Il doit démissionner, il doit partir. Alors vous vous attendez à quoi? Que les fidèles vous suivent ou qu'ils se retrouvent dans les églises de réveil? Vos consciences vous jugeront. Voilà, dernière parole, Megui, parce qu'on est là. Oui, moi je suis ce problème qui m'offense quand même depuis le départ. J'ai eu une vidéo où j'ai vu des fidèles de cette église-là, devant l'église même, qui tenaient des propos extrêmement belliqueux. J'ai été choquée, je me suis dit, mais alors, vous allez à l'église pour un pasteur ou vous allez à l'église pour prier Dieu? Est-ce que le fait que vous ayez à l'église, vous rendez à l'église, est, je veux dire quoi, dépend de la tribu du président de cette église-là? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce problème tire de long en large. Le pasteur Ndje Toya a déjà été élu, mais écoutez, tirez des conséquences, parce que si vous estimez que voilà, il y a un système de rotation qui devait être annulé-le, et puis vous passez à autre chose. Voilà, on reviendra d'en parler de ça bien plus tard, la crise qui paralyse l'ESC. Voilà. On parle cette fois de cette critique en fin de cette émission. Au nom de la liberté de critiquer, c'est une opération bien insolite à laquelle ont assisté hier quelques observateurs de la scène politique. Ça se passe à Yaoundé de la part du sénateur Pierre Flambeau Ngaya. Voilà, sénateur UNDP, nommé par le chef de l'État. Il a quand même tenu à faire le bilan de sa mandature, c'est 4-5 ans qu'il a passé, pour dire qu'il aura réussi à poser un peu plus de questions que les autres sénateurs. Sauf qu'il a oublié de se souvenir qu'il a simplement été nommé, il n'a pas été élu. Donc, tout ce qu'il a tenu à organiser n'est pas forcément... On ne sait pas si c'était en direction de Paul Biya pour qu'il puisse le nommer à nouveau ou alors en direction notamment
des électeurs de l'UNDP ou alors des électeurs tout court. En tous les cas, c'est une opération qui pouvait être originale, mais il est quand même un peu sorti de l'orthodoxie parce que quand on est sénateur, on représente les collectivités locales décentralisées. Il est donc le sénateur du littoral, par exemple, et en cela, il devait venir faire son bilan ici au littoral pour nous dire ce qu'il a fait pour sa région pendant les 4 années qu'il a passé là-bas au Sénat. Mais les gens se sont retrouvés, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dansé, parce qu'on a même vu, il a fait venir une artiste de la place. Autant donc dire que la politique, ça mêle un peu de tout cela. Il voulait faire un peu bling-bling. Les pharmaciens, politiciens devenus sénateurs par la grâce d'une signature du président de la République. Merci beaucoup. On a terminé le Zénith de ce jour. Et à demain pour la dernière édition de la semaine.